créateurs d'entreprises qui durent sont des héros des temps modernes. Je m'appelle Jean Barluet, développeur de business et passeur d'histoire. Je roule sur un quart nord-ouest de la France à la rencontre des patrons de boîtes. Avec le podcast Small is Beautiful, nous irons écouter chez eux ces entrepreneurs qui nous racontent les premières années de leur entreprise, les premiers contrats, clients, fournisseurs, toute la fragilité et l'excitation des débuts. Et ben c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui accompagné de Cartel de Belleville, cette belle boîte qui va se présenter, qui va se raconter. J'ai la chance de recevoir donc Jonathan et Lucas, deux associés cofondateurs. Donc on fait une partie à trois, ce qui est bien plus marrant. J'ai pris goût à ça. Messieurs, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez pendant une première partie assez rapide de 5-10 minutes individuellement. Et puis qu'après, le plus vite possible, on arrive sur votre rencontre, le projet, Cartel de Belleville, comment ça naît, comment ça exécute au début, comment ça y va, ce que c'est aujourd'hui, et puis peut-être ce que ce sera demain, quoi. Bonjour messieurs, alors je sais pas lequel de vous deux veut y aller en premier. Ok, j'y vais. Donc Jonathan. Ouais, go. Bonjour à tous. Me présenter en quelques mots. Moi j'ai fait des études un peu par hasard. Où ça s'est terminé en école de commerce par une espèce de hasard étrange, mais en tout cas à Rouen, où on est aujourd'hui même. T'es rouennais toi aussi à la base ? Non, je suis pas rouennais. D'accord. Mais du coup j'y ai vécu 3 ans et demi, tu vois, le temps des études, et j'ai adoré d'ailleurs, plus la ville que l'école, mais c'était une super expérience de vie en tout cas. Et vu que c'était pas spécialement mon truc, ni le marketing, ni la finance, ni tout ça, je m'étais spécialisé en l'entrepreneuriat déjà à l'époque. Moi, je me dirigeais plutôt vers la culture, etc. Donc rapidement après, j'ai switché vers des boulots qui étaient dans une maison de disques, dans une galerie d'art contemporain, avec des petits jobs en plus à droite à gauche, toujours pour me démerder. À Rouen toujours ça ou Non. Non, c'était à Paris. Ok. Moi, je viens de banlieue parisienne. Ok. Donc voilà, toujours agrémenté de petits jobs à droite à gauche. Je bossais de nuit dans un casino, des trucs comme ça. Mais ma passion, avant tout, c'est la culture, enfin au sens large. Et donc magazine de photographie aussi j'ai fait. Et pour finir en job où j'étais il y a eu un petit interlude effectivement, comme on parlait tout à l'heure, dans une start-up montée par des Rouennais, quand même toujours un lien avec Rouen malgré tout. Qui était dans la conception d'applications mobiles, qui s'est super bien passé, c'était très bien, on s'est fait racheter. Et enfin, un job salarié sur la gestion d'une communauté de musique sur Facebook. D'accord. Donc on s'appellerait community manager, mais en fait c'était un peu plus large, parce que je gérais une équipe que j'ai recrutée pour une page qui regroupait 1,5 million de fans. Et donc tous les jours il fallait créer du contenu, photos, vidéos, peu importe, des choses qui font du like, quoi. Donc c'est sympa au début, après on s'est un peu... voilà quoi. La course au like, c'est pas si passionnant que ça. Et c'est une aventure qui s'est pas très très bien finie dans l'ensemble. Et je me suis retrouvé après au chômage, à réfléchir si je voulais faire du conseil en tant qu'expert Facebook ou autre chose. Et le destin a fait qu'on s'est rejoint. Lucas va vous raconter son histoire à lui aussi. Mais on s'est rejoint à ce moment-là, des moments où nous, tous les deux, on faisait plus rien en fait. C'est pas qu'on faisait plus rien, mais on n'avait pas de projet précis dessiné. C'était plus occupé de 8h à 19h sur un truc, quoi. On avait du temps et on était motivés. Donc voilà. Et d'un point de vue personnel, Lucas et moi, on s'est rencontrés il y a 13 ans, en 2008, en Argentine, quand j'étudiais. Quand on étudiait tous les deux, à Buenos Aires. Voilà, à la fac de Buenos Aires, il y a très longtemps. Bien. Alors ça, vous allez nous raconter la rencontre, forcément, c'est super important. Moi, je suis... faut que tu parles bien dans le micro, Lucas, parce que t'es un peu loin. Ouais. Moi, je suis Lucas, je viens de Buenos Aires, en Argentine. Et j'ai fait mon parcours, j'ai fait une école de commerce en Buenos Aires. Et après l'école de commerce, j'ai travaillé pour un groupe de téléphonie très très grand en Argentine, style Bouygues Telecom, télécommercial. Après, j'ai travaillé pour la banque, pour Santander. Et aussi des commerciales. J'ai passé pour l'agro aussi. Et au final, mon dernier travail en Argentine, c'était dans une entreprise de cosmétiques, en faisant la projection commerciale de cette entreprise là-bas. D'accord.
Et après, je voulais quitter mon travail. On travaillait beaucoup, on était toute la journée devant l'ordi, il y avait beaucoup de pression. L'économie argentine, c'était difficile, il fallait toujours gagner plus pour pouvoir acheter la même chose que l'année dernière. Ouais. Et j'avais marre. Il y a beaucoup d'inflation, non, c'est ça Oui, en Argentine, on a une inflation de 30-40% annuelle. Là, si tu veux gagner, avoir la même pouvoir acheter les mêmes choses que l'année dernière, et il faut négocier une augmentation des salaires de 40-50%. Est-ce que c'est la guerre chaque année avec l'entreprise? Et pour l'entreprise aussi, c'est très difficile. De là, je ne voulais plus travailler là et je voulais aussi voyager un peu. De là, avec ma compagne, on a fait un petit tour du monde. Et on s'est dit, OK, voilà, on va finir à Rio de Janeiro et on va travailler à Rio. Et elle est française, et le passage obligé, on est venu en France. Et la France, il m'a très bien accueilli. Un voyage qui devait durer 6 mois ou 1 an, ça a duré 7 ans jusqu'à maintenant. Cool. Et quand j'arrive ici en France, à cette époque, je ne parlais pas du tout le français. Et mon premier travail, c'était de serveur dans un cabaret à Paris. C'était un travail que Joe il m'avait recommandé. Donc vous vous connaissiez déjà et c'est toi, Joe, qui recommande ce job. Ouais. Okay. Ça venait du casino. Quand je travaillais la nuit au casino d'Anguin-les-Bains. Ouais. Et du coup, j'avais un réseau de travail de la nuit un peu. Yes. Et toi, tu te retrouves argentin avec ton accent, avec des nanas à poil partout, super belles. Oui, mais c'était génial. Surtout, pas que des femmes d'ailleurs. Ouais, non, mais j'arrive à Paris de l'Argentine, j'arrive un peu je connaissais pas du tout. Ouais, je connaissais pas, j'avais voyagé, j'avais été 1 semaine, j'avais été 2 reprises pendant 1 semaine en France. Et là, j'arrive finalement à vivre en France, et là, je me trouve à travailler dans un cabaret en plein Paris, avec, c'était incroyable. Sans parler un mot de français. Sans parler un mot de français, c'était assez drôle, car à chaque fois qu'il y avait un client qui me faisait des questions que je ne pouvais pas répondre, que c'était le 80% des questions. Bah, là, je prenais notre cerveau, je disais, tiens, prends cette table-là qui est un peu difficile. Moi, je suis avec l'autre qui ne parle pas. Et c'était une expérience très chouette. Tu fais combien de temps le cabaret? Et j'ai travaillé pendant 4 mois. Mais à 2 mois d'être tel que serveur dans le cabaret, j'ai commencé à aider une personne qui montait une start-up. J'ai commencé à aider. On commençait à discuter, on discutait commercialement et des bonnes expériences. Et là, il me dit, est-ce que tu ne voudrais pas venir avec moi? Et je me dis, mais pourquoi pas? Et là, j'ai commencé à travailler dans les milieux de vin. C'était une start-up qu'il avait comme objectif de rencontrer les producteurs de vin et les consommateurs. Et j'ai travaillé pour cette start-up et pour les cabarets. Ah, tu faisais les deux en même temps? J'ai fait les deux travailler en même temps. Okay. Et jusqu'à que... Et je m'ai vu encore une fois, et pareil qu'en Argentine, quelque chose que j'avais quitté, que c'était tous les jours devant mon ordi en train de projeter qu'est-ce qu'on va vendre d'ici à 1 an, d'ici à 2 ans, combien de chaque produit, il faut acheter combien. C'était pas tangible. C'était pas du tout tangible le travail. C'était quelque chose que je n'aimais pas en Argentine. Je me trouve ici en France encore une fois à faire la même chose. Et là, c'est pas du business concret. Tu fais ce qui va se passer dans le futur, mais tu vends pas des trucs. Exactement, je ne vends pas de trucs. J'ai dit, c'est quelles les stratégies commerciales qu'il faut mettre en place pendant les prochaines 300 pour arriver à l'objectif qu'il y en a en 300. Okay. Et chaque stratégie, ça va faire qu'on vende telle quantité de chaque produit. Et là, ça déclenche tous les besoins, les trésors qu'on aura besoin pour acheter, et aussi tous les chiffres d'affaires qu'il aura à l'entreprise. Ça veut dire les fonds qu'ils seront disponibles pour investir et développer les autres stratégies. Soit commercial ou logistique ou n'importe laquelle de l'entreprise. Prospective, quoi. C'est vraiment le futur. Exactement. Ok. Donc tu es super fort en prospective, du coup. Hein? Tu es super fort en prospective. Super fort, je faisais ça. Après, c'est ça. Et là, j'ai quitté ce travail-là.
Et c'est là en cherchant l'histoire de Jonathan. Et lui, à cette époque-là, il n'avait pas de travail, moi non plus. Et on se rencontre voisins. On est habité à 50 mètres l'un de l'autre. D'accord. Et on est tous les deux des personnes qui aiment bien bouger et faire des choses. Et c'était un jour que Joe, il vient, il me dit, écoute, il aura une brocante dans ma cour. Est-ce que ça te dit si on va acheter des meubles en Belgique et on les vend dans la brocante et comme ça on s'est fait l'argent des poches. Moi j'avais le temps, il me dit grave. Et là on a loué un camion et c'était la première fois qu'on a voyagé ensemble pour chercher des mobiliers. Alors comment t'as cette idée d'aller t'approvisionner particulièrement là-bas? Ouais. Ou tout court même. En fait j'ai un ami, Joseph, qui est marchand toujours d'ailleurs et qui allait en Belgique, un peu partout, mais qui m'avait emmené plusieurs fois. Et j'avais trouvé ça hyper sympa. Donc moi j'y allais au début plutôt pour le plaisir, pour l'accompagner, etc. Puis parce que j'avais que ça à faire et que c'était hyper sympa. J'aimais bien l'idée d'y aller le matin hyper tôt, de faire la route la nuit, et d'acheter, de négocier, etc. Ouais, voilà. Okay. D'avoir un peu des trésors, etc. Ça me plaisait bien. Donc voilà. Et au fur et à mesure, donc Joseph, lui, un jour il m'a dit bon bah j'arrête mon boulot. Lui, il travaillait dans la photographie et il m'a dit ouais, j'arrête mon boulot et je vais faire que ça maintenant. Ok. Et donc je savais pas s'il cherchait quelqu'un ou pas, mais bon, il est plutôt solitaire au final, donc il est parti, il s'est lancé tout seul. Et à partir de là, moi je me suis dit ouais, j'aime bien quand même. Et je me dis avec qui je pourrais le faire, franchement avec Lucas quoi, c'est sûr quoi, il y a pas trop de doute. C'est sûr qu'on va bien se marrer, c'est sûr que ça va lui plaire, c'est sûr que on va passer un bon moment. Et donc on a commencé à aller là-bas. Alors pour les gens qui vous connaissent pas, parce que personne ne vous connaît en fait dans les gens qui nous écoutent, on peut peut-être dire ce que vous faites. À part nos voisins et notre famille. Cartel de Belleville, qu'est-ce que vous faites? On va le dire tout de suite, ça va être plus simple. Ouais. On est marchand. Nous on se présente comme on s'en fout un peu en fait. L'étiquette marchand, antiquaire, brocanteur, on s'en fout. L'important c'est que les gens comprennent un peu. Enfin moi je pense qu'on n'a jamais, même c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à se définir en tant que précisément. Si on parle à des marchands, on va se présenter comme marchand, mais si on parle aux gens, au public normal, on est brocanteur quoi. S'il y a pas de, parce que normalement il y a une espèce d'ordre des choses. Le marchand il vend, ou l'antiquaire vendent généralement plus cher, des pièces plus rares, plus uniques. Le brocanteur fait un peu du tout venant. Il y a une hiérarchie. Il y a une sorte de hiérarchie. Voilà. Et du coup vu que nous on se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre, on est un peu tout à la fois. Ok. Et du coup, on vend en particulier donc, du mobilier des années 50-60, jusque-là rien d'original. La particularité chez nous, c'est qu'on fait quasiment que des chaises. Je dirais peut-être 95% de ce qu'on vend, c'est des chaises. Si c'en est pas, c'est des dérivés de chaises. D'accord. Donc, des bancs, des tabourets, des fauteuils, clairement, des assises, en tout cas en général. Et en général, c'est aussi des grands lots. Voilà. Spécialisé sur les très grandes séries. Exactement. Ok. C'est combien d'un grand lot Ça peut aller d'une vingtaine à 400, 500 pièces du même modèle. Du même modèle. Ok. Ouais. L'idée, c'est venu petit à petit. Donc je sais pas si c'est le moment d'en parler. Mais en fait, quand on a commencé en cette première voyage, on s'est pas dit on va monter une entreprise. On n'a pas commencé ça avec une... On se fait un coup de brocante, quoi. On se fait un coup de cash pour être précis, on est parti avec 500 € chacun. Okay. Notre business, on a commencé avec 500 € chacun qu'on a mis en commun pour aller remplir un petit camion quoi, et pour voir ce qu'on pouvait acheter. Et on avait que ça, mais en se disant voilà combien on peut. Et on était déjà dans la camionnette au retour, combien on peut revendre ça, combien on peut machin. À ton avis, on met combien? Et du coup, on était en train de fantasmer des prix, en connaissant très mal le marché en plus, en ayant des idées un peu. Donc attends, vous partez donc un matin très tôt le matin avec cette camionnette, 2 fois 500 balles. Exactement. Ouais. Vous arrivez à un endroit où vous savez que vous allez pouvoir vous approvisionner, c'est ça? Ouais. On savait pas de quoi. Ouais, on savait pas de quoi. Tu sais pas de quoi, ouais. Exactement, c'est En vous disant, dans 24-48 heures, une semaine, nous, on a un stand sur la brocante. Exactement, où on pourra vendre. Avec l'objectif de vendre ce qu'on avait dans des camions. Et pas de continuer, c'était vraiment un coup pour le faire. On pour se fait un faire coup de cash, comme ça, quoi. Vous aviez juste la contrainte de l'espace de la brocante, j'imagine. Vous aviez 1 mètre carré ou 2 mètres. Ouais, en fait, c'est dans ma cour où c'est ouvert, en fait, pendant qu'il y a une. Donc, c'est à Belleville. Ouais. Pendant qu'il y a une grande brocante annuelle dans la rue autour, les gens peuvent rentrer dans notre résidence, qui est très jolie, il y a des arbres partout, etc. Il y a aussi une brocante interne dans la résidence, donc là, c'est assez large. On peut carrément se prendre 20 mètres carrés, quoi.
ou 30 mètres carrés, où on fait ce qu'on Ouais, veut. La contrainte, c'était surtout la taille de camion. Ouais, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qu'on pouvait rentrer dedans? Je dirais même le stockage. Ouais. Où est-ce qu'on les garde, toutes ces choses, quoi. Ouais. Exactement. Parce que le camion il est en location, donc une fois que tu as été chercher le truc et que tu l'as ramené, où est-ce que tu stockes, quoi? Exactement. Et Dans ma cave. C'est là. Ok. Dans ma cave insalubre. Joe, il avait déjà fait cette marche-là, mais moi, je ne la connaissais pas. Et moi, je n'avais jamais fait des grands brocantes comme celle-là. Et là, c'est la première découverte. C'est que, vraiment, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, mais tu es très tôt le matin avec plein de personnes. C'est qu'il y a une histoire des courses. Genre, c'est qui? Bien sûr. Parce que la quantité immobilier qu'il y a, c'est limité. Et la quantité des opportunités, c'est encore plus réduite. Ouais. Donc là, il faut y aller vite. Il fait nuit. Et là, il faut évaluer très vite ce que tu as en face. Parce qu'en général, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais plus tu développes l'œil, plus tu te rends compte potentiellement qu'est-ce que c'est. Là, tu te dis, voilà, pour cette ligne, ça va être quelque chose plutôt italien, hollandais, ou ça semble à quelques designers que je connais. À cette époque, moi, je ne connaissais rien. C'était qu'une histoire de belles choses. Et de le prix qu'il avait dans ma tête pour pouvoir les vendre et le prix que je pouvais l'acheter, aucun pouvait l'acheter. Et c'était incroyable. C'est un peu la recherche de trésors. Bah c'est ça, ouais. Et ça me fait penser que même, en fait, je pense qu'on négociait vraiment très bien, même plus qu'avant, plus que maintenant, pardon. Mais vraiment dur. Ouais, parce qu'on connaissait pas le prix de revente au final. On dit mais cette chaise, elle vaut combien? 35 €, 50 € à Paris? Mais on n'en savait rien. Et du coup, le prix, on le serrait au max, quoi. C'était non mais 5 €, pas plus de 5 € quoi. Et on achetait à pas cher. On achetait vraiment en mode barre de fer. Faut vraiment. Parce qu'on visualisait le prix de vente. On était là, faut vraiment acheter pas cher ça, parce que ça vaut pas, ça a pas l'air de valoir plus, quoi. Et en fait, après c'est une autre histoire, mais c'est une façon. Ça dépend comment tu le vends après derrière, à qui tu le vends, où est-ce que tu le vends, etc. En réalité, le prix il est carrément variable. Mais du coup, on achetait vraiment à pas cher. Aujourd'hui, on connaît la valeur des choses, on connaît les prix d'achat, un bon prix d'achat. Parfois, ça sert à rien de rincer le mec qui te vend. Vaut mieux travailler bien avec lui et qu'il te revende derrière à un prix. Ouais, qu'il soit content de te revoir, quoi. Ouais. Mais carrément. Et lui, il te relance surtout. Mais tu peux le faire à partir du moment que tu es sûr de prix public, des prix de vente. C'est ça. Tu connais ta marge. Voilà, tu sais que tu pourras faire ta marge. C'est que là, tu peux dire que voilà, je peux acheter plus cher. Bien sûr. Il y a des marchands qui écrasent jusqu'au bout. Les mecs, ils vont chercher à avoir le meilleur prix, alors qu'en sachant très bien combien ils ont déjà vendu plein, ils savent que ce truc, ça va partir. Mais ça, c'est plutôt une vis. Ouais, c'est un vice. Ouais. Donc là, vous partez. Vous avez aucune notion du prix du marché dans ce que vous cherchez. Ouais. Vous savez pas ce que vous cherchez. Non. Vous n'avez pas de notion de quoi. C'est vrai. Vous avez 2 fois 500 balles, moins la log du camion et le gasoil quand même, j'imagine. Enfin, c'est ça. Voilà. Exactement. Et pas de notion de culbut, c'est-à-dire que vous dites pas faut que je fasse 2 fois, 3 fois, c'est vraiment un one shot dans votre tête, quoi. On se fait à l'époque, il n'y avait pas de ratio à l'époque, je pense. Ok. Non, c'était une aventure, c'est-à-dire. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez? De tout, des miroirs, des chaises, du coup un petit peu forcément. Ouais, des transats. Ouais, des transats. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a ramené des trucs assez improbables qu'on n'a jamais revendus. Non, mais on trouvait un peu de tout, quoi. Donc vous trouvez 1000 balles de cam sur ce voyage. Ouais. Je suis sûr sur ce premier voyage, moi, je suis resté avec vous à cet endroit-là, quoi. Donc c'est comprendre quand vous revenez avec quoi, et puis comment ça se vend, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. On sait pas, on prend de tout, par exemple. On a dû prendre de la chaise enfant aussi, je sais plus, sur ce voyage. Oui, on prenait tout ce qu'on trouvait beau. Entre 3 et 4 heures du matin, un peu de nuit, à te dire je le sens, quoi. Exactement. C'était tout à fait heures, feeling. C'était un feeling 100%. Ok. Et là, mais c'est vrai que c'est de l'œil. Non, mais t'as raison, c'est un truc que tu trouves beau et tu te dis ça, si ça me plaît, ça plaira sûrement à d'autres gens aussi. Et puis ça a un intérêt. Voilà. Et commercialement, c'est ultra important. Ouais. Parce que vendre quelque chose que tu aimes bien, c'est quand même beaucoup plus facile. Ah, c'est plus facile. Vraiment que tu parles bien de vendre, en tout cas, parce que sinon on va pas bien t'entendre, t'auras que les autres. Déjà avec cet accent, frère. C'est très bien ton accent, c'est parfait. Ouais, donc c'est des trucs qui vous tapent à l'œil, on va dire ça comme ça, que vous sentez bien. Vous revenez avec, et comment ça se passe la brocante alors?
Ça passe très bien, Très bien. parce qu'on on ne l'a pas envisagé comme une... on ne sentait pas qu'on était obligé à tout vendre, ça faisait partie de cette expérience. Là, on avait monté un brocante avec des vins, avec des potes, on était vraiment bien, on avait fait un petit barbecue à côté. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est pas la brocante traditionnelle qui se déroule. Non, c'est vraiment convivial, il y a de la musique. On était à cool. C'est devant chez moi, dans la cour. Moi, j'ai de la musique, mon voisin a de la musique. C'est tranquille, tout le monde est à l'aise, il fait beau. Les copains passent. Tous les copains passent, ils repartent, ils viennent. Les gens rentrent dans la cour, ils sont curieux de voir la cour comment elle est. Ça, c'est joli, c'est ancien, et tout ça. C'est les anciennes écuries et tout, donc ça, c'est beau. Ouais. Et du coup non, c'est hyper sympa, quoi. Ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. On a vendu, je sais pas, les 70% des choses qu'on avait achetées, 80% des choses. On avait récupéré l'argent et on avait déjà fait une belle bénéfice. Yes. Et là, on se retrouve avec des pièces qu'on n'avait pas vendues. Ce qui nous oblige à faire des annonces pour les vendre après. Et c'est là qu'on commence à annoncer nos produits sur Internet. Ok. C'est quoi les plateformes par lesquelles vous passez au début ? La toute première, c'est la plus évidente, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin. Ouais. Ok. Et puis voilà, ça reste un super outil, le Bon Coin. Ouais. Et après, il y a des plateformes spécialisées qui, à cette époque-là, c'était pas il y a 1000 ans non plus, mais bon, c'était il y a 5 ans. 5 ans, ouais. Il y a 5 ans, alors ouais, on est en 2021, donc vous avez commencé à Histoire quand 2016. Ouais. C'est ça ? Ouais, 2016. Ouais, c'est ça. 2016. À l'époque, il y a des plateformes qui se développent, donc des marketplaces dédiés au vintage, qui s'appellent à l'époque Brocante Lab, qui est devenu Selency, qui est, je pense, aujourd'hui la plus grosse en France. Design Market, qui est le concurrent français également. Et un peu plus tardivement, on avait rejoint des plateformes comme Pamono, qui est allemand, qui est très classe. Et voilà, il y a tout un tas de... Après, il y en a encore d'autres, encore plus high-end market. Mais voilà, on se présente en tout cas sur ces plateformes-là. Au tout début, je pense même juste le Bon Coin. Ouais, au tout début, c'était encore une fois, il n'y avait pas une recherche de créer un espace sur les plateformes. Sinon, vraiment, l'intention, c'était de vendre ce qu'on avait sur les vracs qu'on n'avait pas vendu dans cette brocante-là. Et que ça nous coûte zéro. Ouais, exactement. Et que ça nous coûte zéro, clairement. Donc un compte pas pro, un compte pas de statut auto-entrepreneur, autant dire que c'est... Ouais, c'est du cash, quoi. Ouais, puis voilà, puis nous on le prend pas en plus comme un boulot au début, donc... Oui, il y a parce que pendant ce temps-là, vous êtes chômeur, vous, pendant ce temps-là, c'est ça, exactement. Ça tourne, ça tombe, je veux dire, vous n'avez pas de problème d'argent particulier. Non, et en plus, on cherchait des travails à côté. Toujours, oui. On n'a pas commencé ça pour créer un business. On le faisait car on avait le temps. Ouais. On a bien aimé l'expérience de l'achat et de la revente, toutes les rencontres. Parce que c'est ça aussi, quand tu vas en brocante ou quand tu vas au marché, il y a un contact humain qui est très fort parce qu'il y a une très belle discussion. Car les objets que tu achètes, ils ne sont pas en prix. Tu crées le prix avec la personne. Il n'y a pas d'étiquette dessus. Il n'y a pas d'étiquette, tout est discutible, tout est... tu commences à parler avec cette personne-là, elle te raconte l'histoire de la pièce, il va te donner un prix, mais tu sais que c'est un prix qui est négociable, et peut-être tu ne vas pas acheter que cette pièce-là dans son stand, c'est que tu vas acheter plusieurs pièces. C'est des professionnels à professionnels, c'est des brocantes pour des pros. Là, c'était... tout est discutible, tout peut se parler. Là, c'était quelque chose de très agréable. Moi, que je viens d'une culture très latine, que c'est l'Argentine, tout est flou. Toutes tes paroles. Tout peut se discuter. Ouais. Et moi, je me sentais très, très à l'aise. Et même, tu négociais avec des personnes qui ne parlaient pas. Il y avait des marchands d'Europe de l'Est qui ne parlaient pas français, pas espagnol, pas anglais. Là, comment tu négociais le prix? C'était très drôle. Parce que là, tu signalais un objet, lui te donnait une calculette avec un numéro, et là, tu les regardais avec une tête. C'est trop cher. Mais c'était que t'as un regard. Et là, sur la calculette, tu mettais un nouvel numéro, tu lui proposais ça, il te regardait avec une tête. C'est pas suffisant. Et là, c'est passé qu'avec des regards et avec des numéros dans son calculette. Et je sais pas, c'était drôle, c'était trop bien. Bien sûr. Et après, la rencontre avec les autres marchands et surtout avec les vieux marchands qui te racontent toutes ces histoires de où ce qu'il a trouvé, de la fois qu'il avait trouvé dans une cave un coffre d'or. C'était génial.
Donc vous vous lancez sans vraiment penser à vous lancer en fait, vous faites un peu de cash avec cette première brocante et pour écouler le stock invendu, si j'ai bien compris, vous vous dites allez on vend en ligne avec les plateformes du moment. Ouais. On prend en photo dans mon salon. Le plus clean possible avec le téléphone et photo avec un iPhone tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, y a à peine une mise en scène. Ok. Je dégage surtout ce qu'il y a dans mon salon pour avoir un mur clean. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Et puis voilà, on essaie de vendre au prix qu'on estime juste. En fait, avec du recul, c'était pas cher. Ouais. Quand je pense qu'il y en a qui négocient en plus. Mais c'est bien d'être un bleu au début, quoi. Enfin, on est tous un bleu au début. Hein, donc, forcément. On se prend tous un petit peu une douille à un moment. C'est comme ça qu'on apprend, donc c'est pas grave. Ça dure combien de temps cette période où vous avez rien créé d'un point de vue juridique et parce que j'imagine que du coup vous allez retourner. L'économie informelle. Ouais, c'est ça, l'économie informelle. Qu'on appelle le black. Je sais plus. 6 mois en plus. Ouais, un peu. Ouais, même pas. Mais non, en fait, ça. Peut-être à partir du moment où le Bon Coin ils ont dit faut passer pro, un truc comme ça, non? Oui, parce que l'histoire c'est que une fois qu'on a fait cette brocante et qu'on a vendu, c'est ce qu'on avait, on n'avait pas non plus trouvé des boulots ailleurs. Là on s'est dit, est-ce qu'on s'est fait un deuxième voyage? Bien sûr. Là on s'est fait un deuxième voyage et on achète des autres choses, on avait appris de cette première achat. Là on revient, on vend dans une brocante, on commence à vendre plus sur internet avec plus d'annonces. Et après il a un troisième voyage et en chaque voyage, sur la première brocante, on n'avait jamais pris l'argent ou les bénéfices qu'elle avait fait sur notre investissement. Il n'avait pas pris l'investissement, sinon on a utilisé cette 1000 euros qu'on a mis en fonds de roulement. En fonds de roulement. Ok. Il n'y a jamais eu d'injection de capital fonds, à aucun moment. Ok. De personne. Ok. Pas même de nous. Tu vois, c'est génial. C'est que le bénéfice qui crée le. Exactement. Okay. Ouais. Il y a un moment, on commençait à acheter, et ça nous prenait des temps. Et ça, on aimait bien. Et on commence à restaurer très 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 basiquement à l'époque. Très basiquement à l'époque. Non mais pour se dire, tu vois, donc on n'avait aucun outil, rien du tout. Ouais. On est dans mon jardin en train de nettoyer. Pour dire, il n'y a même pas de brosse, il n'y a rien, quoi. Donc on est avec une espèce de brosse à dents, à essayer de récurer le truc. Et là on se dit, avec quoi on peut faire briller le métal? Et Lucas il me fait, avec de l'huile, non? Mais on dit quoi? Avec de l'huile de cuisson, tu vois. Avec de l'huile d'olive, quoi. Ouais, avec de l'huile d'olive, tu vois. Le tournesol, monsieur. Elle sent l'huile d'olive, tu vois. Okay. Mais elle est pimpante, tu vois. Elle est belle et tout. Un peu grasse, mais. Génial. Mais ça marchait bien, quoi. Tu vois, on avait vraiment zéro matériel, quoi. Ouais, mais on connaissait rien. Ouais. C'est vrai qu'on savait même pas, même nous, comment restaurer spécialement les trucs. Là, on s'est mis justement à chercher comment est-ce qu'on peut les restaurer. Et on commence aussi à force d'avoir des pièces que tu aimes beaucoup et que tu as achetées, mais que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et la deuxième étape de travail, c'est chercher qu'est-ce que c'est. À qui appartient, ça vient d'où, parce qu'il faut faire une description de cette pièce. Et là, tu vas essayer de la décrire au mieux pour faire ton annonce. Pour la vendre. Exactement, pour la vendre. Ouais, il faut que tu fasses un storytelling, quoi. Et là, il fallait chercher. C'était la deuxième part. Ok, voilà, on avait trouvé des belles pièces. Maintenant, c'est quoi? Ouais. Là, il avait le côté chercher qu'est-ce que c'était. C'est quoi ça? Je me permets, pardon. Mais en fait, savoir de qui c'est ou de quelle époque ou de quel pays, ça te permet aussi de justifier un prix. Parce qu'il y a une cote qui existe. Ouais. Toi, ça te donne des références de prix. Si tu la connais pas, mais que tu arrives à l'identifier, tu vas en ligne et du coup, là, tu trouves soit des pièces similaires, soit identiques. Et là, ça te permet de justifier un prix parce que c'est les prix du marché. Okay. C'est les prix que tu vas trouver partout. Et donc, ça sert aussi à ça. Okay. Quand il n'y a pas de... C'est ce qu'on appelle une cote, quoi. Quand il y a pas de, quand tu sais pas d'où ça vient ni de qui c'est, bon bah tu trouves ça beau, tu sais que c'est quali, mais ça c'est à toi de dire voilà ça vaut tant, mais c'est à toi de le défendre plus. Que là quand tu sais d'où ça vient, t'as même pas besoin de le défendre parce que c'est comme ça quoi. Après t'achètes pas, mais en tout cas c'est les prix du marché et tu trouveras au même prix partout quoi. Ok. Voilà. Et donc cassez pas trop les prix, on n'a jamais été dans une stratégie de casser les prix. Donc si la cote elle était là, on se mettait à peu près là et voilà quoi. Et ça partait, donc les gens achetaient ouais, ça partait, mais de plus en plus ça prenait plus de temps. Parce qu'on achetait plus, il fallait faire plus des annonces. De là ça commence ce qu'il a commencé comme un week-end de brocante. À ce moment-là, on est 6 mois après cette première brocante, ça nous prend du temps. De là on commence à se faire la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire qu'on est en train de créer, comment est-ce que ça va se développer et comment est-ce qu'on veut que ça se développe. Est-ce qu'on va chercher quelque chose ailleurs? Est-ce qu'on va les prendre comme un travail à mi-temps? Est-ce qu'on va les prendre comme un vrai travail? Et au début, ça a commencé comme un travail plutôt à mi-temps.
On ne travaillait pas tous les jours. Non, ouais. Parce que toi, tu travaillais sur le truc les trucs électriques, là. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, j'ai signé un contrat pour faire. C'était des gars qui voulaient créer une voiture électrique pour enfants. D'accord. Et qu'ils voulaient mesurer les marchés européens et voir combien de produits ils pouvaient vendre, à quel prix. Là, ils me donnent la mission d'étudier le marché européen. D'accord. Et voir combien ils pouvaient se vendre ce produit, avec quel argument, c'était quels les besoins des utilisateurs, faire un peu une étude des marchés. Okay. Et pour évaluer, c'était quel au final la marge qu'il restait et l'argent à investir pour la production. Ok. Donc c'était pas full time pour tous les deux, quoi. En fait, comme on savait pas trop où on allait, on essayait d'assurer quand même nos arrières. Bien sûr, éventuellement à préparer quelque chose quand même. Bah oui. Voilà, moi je passais un entretien pour 10 heures pour faire de la sélection de musique, quoi. Ok. Donc tu rebouclais avec le culturel en plus. Donc, ouais, c'est ça. Et non, puis en activité, moi je travaillais à la radio aussi. J'étais programmateur musical à la radio, donc j'avais encore la radio. On avait encore quand même des activités autour. Ok. Ouais, vous n'étiez pas sûr de vous. Ouais, on n'était pas sûr. Ouais. C'était pas encore assez gros pour pouvoir ni même se payer, quoi. On a mis longtemps à se payer. On ne se croyait pas. On n'était pas expert. C'était quelque chose qu'on était. C'est vraiment amateur. Il y a un côté exactement, très amateur. Il y a un côté amateur. On te dit voilà, j'aime bien faire ça, mais je me crois pas. C'est pas évident de te dire que voilà, je peux me lancer car je suis capable de faire. Ouais, c'est un peu tôt. Exactement. C'est un peu tôt. Ça a pris du temps à mûrir l'idée de se dire en fait, ouais, ça marche suffisamment bien. On vend suffisamment pour en faire un vrai métier ou une vraie entreprise. Alors du coup, j'ai quand même une question. Toutes ces pièces que vous vendez par Internet, il y a quand même une question d'expédition, de logistique quand même, non ? Ouais. Ça se passe comment ça du coup parce que si t'as une chaise longue à expédier, c'est pas pareil qu'une paire de boucles d'oreilles, quoi. Tout au début, les personnes, ils venaient le chercher. Directement, ils venaient chez moi, voir les produits, exactement. Dans mon jardin. Tout était stocké dans la cave des Joe. Ouais. Et donc, plus tard. En plein cœur de Belleville, les gens venaient à Belleville. Ouais. Exactement. Ok. Ouais, bah, c'était plus simple même pour eux. Hein. C'est dans Paris, c'est des Parisiens. C'est des clients parisiens. Okay. Ouais. Tout était stocké dans la cave des Joe. Et après, on a pris une cave à côté de celle des Joe. Qui était abandonnée. Et qu'on a désabandonné. Ouais. Vous t'appropriez, quoi. On a remis en état. Ouais. Et un peu celle de mon voisin aussi, qui m'a prêté. Exactement. Et après, c'est ça le troisième problème, c'est qu'on avait plus d'espace pour stocker. En fait, les travails, ça devenait pénible, car on avait tous les stocks, il était trop entassé. À chaque fois qu'on avait un client, il fallait tout sortir pour chercher le produit au fond. Exactement, chercher le produit au fond. Mais pour rebondir sur la question de l'expédition de la logistique, c'est des objets qui sont la plupart du temps hors gabarit pour de l'expédition classique. Ouais. Effectivement, moi j'envie beaucoup une amie notamment qui vend elle des casquettes et des chapeaux. C'est d'une simplicité, enfin non, je dis ça, j'imagine que c'est d'une simplicité sans nom, mais en tout cas pour nous c'est plus technique parce qu'il y a des limites de gabarit chez Colissimo, il y a des limites. Voilà. Mais c'est faisable malgré tout. Hein. On a appris à faire, donc on utilise tout ce qui est à notre portée. Okay. Donc pour Paris-Île-de-France, ça va être des livreurs, camionnettes, livreurs qui viennent récupérer les pièces et qui vont livrer. En France, ça peut être Colissimo, mais ça peut être aussi un transporteur pro qu'on utilise, qui fait que du mobilier, ce genre de choses. Pour l'international, pareil. Enfin pour l'Europe, etc. Okay. Donc c'est pas un vrai. C'est pas un problème. Non, c'est pas une vraie barrière. Non. Okay. Et ça se justifie au début. En plus, c'est des pièces pas chères, donc c'est compliqué quand t'as le prix d'expédition qui vaut quasiment le prix de la pièce parce que c'est des pièces cheap, tu vois, c'est des pièces à 50 balles. T'en as pour 25 € d'expédition. Bon, c'est un peu dur, mais après, quand tu commences à passer à des pièces un peu plus chères, le mec s'il te prend, 6 chaises à 200 ou 300 balles pièce, il s'en fout de payer 60 ou 80 balles d'expédition. Ça passe très bien, il n'y a aucun problème. Okay. Surtout si le service est de qualité derrière. Mais à cette époque-là, on ne livrait pas trop. Mais après, quand on s'est dit que c'était 6 mois après, 7 mois après, on s'est dit que voilà, on y go, on y fonce, on va essayer. On joue le truc, quoi. Exactement. Ouais. Là, c'était nous qui on faisait tous les week-ends. On sortait avec les camions à livrer à chacun des clients qui savaient acheter. D'accord. Donc il y a rapidement un moment où vous achetez un véhicule ou quelque chose quand même. Ouais. Yves.
Il s'appelait Yves. Il s'appelait Yves. Ouais, Yves le Yves Iveco. Ok. Ouais, acheté à pas cher, c'était une aventure. Pas cher. Mais j'ai de la chance d'avoir un frère qui est garagiste. Ok. Et du coup, il m'a aidé, il nous a aidé, pardon, à acheter ce véhicule à pas cher, en sachant qu'il allait quand même rouler, mais je pense que un mec normal, il achète pas ça. D'accord. Après une âpre négociation, dans un contexte un peu particulier, en banlieue, on a commencé à avoir notre propre camion, Ok. donc un peu pourri mais bien, Ok. robuste. Donc ça c'était une des premières étapes d'ailleurs, le camion. Et l'étape d'après c'est qu'on a commencé, on zonait dans le quartier un peu à Belleville pour voir s'il y avait des locaux ou des trucs à pas cher. On envisageait vraiment quelque chose de pas cher du tout. Et on a trouvé moins cher que pas cher parce qu'en fait on s'est retrouvé par hasard devant un local de pied d'immeuble rue des Rigoles où en fait on est rentré et une jeune femme en fait tenait une espèce de boutique un peu éphémère, on sait pas trop quoi. Donc, cette jeune femme c'est Marie, on la salue. Et Marie en fait elle ouvrait ce qu'on appelle une ressourcerie. Donc voilà. Qui à l'époque il n'avait pas trop dans Paris, maintenant il y a pas mal. Ouais, après il y a eu une politique de la ville de Paris d'en mettre un dans chaque arrondissement, dans chaque arrondissement. Ok. Du coup Marie ouvrait ça à titre éphémère dans un lieu d'environ 500 mètres carrés. Avec une vocation écologique et sociale, et on a discuté avec elle et on a rapidement trouvé un deal pour que nous on restaure en fait le mobilier avec notre micro niveau. Ouais, c'est ça. Exactement. À l'huile de tournesol, exactement. Ouais. Qu'on restaure le mobilier qui rentre parce qu'elle de toute façon elle avait personne. Ok. Et pas de moyens non plus. Ouais, les concepts de la ressourcerie, c'est que tout le monde de quartier il ramène et il donne et tous les objets qu'il n'utilise plus. Ça peut être des lave-vaisselle, ça peut être des vêtements, ça peut être des mobiliers. Entre guillemets, c'est un peu comme Emmaüs, mais avec une vocation beaucoup plus écologique. Ouais. L'idée, c'est que même si c'est cassé, ils le prennent quand même à la ressourcerie. Le seul truc qui n'est pas pris, c'est les matelas et je sais plus quoi. Mais sinon, même si c'est cassé ou même des chaussettes trouées ou peu importe, l'important c'est que ça aille dans la bonne filière de tri ensuite, de tri sélectif. Ok. Enfin, de tri. Sélectif, ça pour être ensuite retraité en tant que déchet. Donc même les bouquins, même s'ils sont déchirés, peu importe, ça va après chez le mec qui fait le recyclage. Voilà, merci. Le recyclage des livres. C'était le D3E pour tout ce qui est électronique. Donc peu importe, même si ça m'a une bouilloire qui marche plus, il la prenait quand même. Okay. Il s'essayait de restaurer, il ne savait pas restaurer, et il les envoyait dans les filiales de recyclage correspondantes. Et nous, on avait fait un échange. Et très très rapidement, parce qu'on s'est connus cet après-midi et on a connecté très rapidement avec elle. Et on s'est dit, écoute, on peut restaurer tout le mobilier qu'il arrive en échange d'espace qu'on a besoin pour stocker notre mobilier. Et elle, c'était un deal qui nous convenait à nous deux. Elle n'avait pas de ressources pour avoir une personne et nous n'avions pas de ressources pour avoir un endroit. D'accord. Parce que voilà, tout le monde était content. Donc vous avez le droit d'être là-bas sans payer de loyer, c'est ça? Exactement, ouais, on payait avec des travails. Voilà, c'est ça. Vous restauriez, c'était votre monnaie d'échange, c'était de restaurer des produits. Exactement. C'est un peu une sorte de troc, quoi. C'est un deal entre nous. Ça arrangeait tout le monde parce qu'elle n'avait pas de quoi forcément nous payer et nous on n'avait pas forcément de quoi payer le loyer. Donc là on est toujours à 8 mois après la première licence. Tu te souviens, on est avec quand là-bas? Je sais plus. Et je sais plus trop. Non, je me souviens. Mais bon, disons ça, Ouais, ok. Peut-être 6 mois après. Vous avez créé une forme juridique entre-temps ou... Là, on a devenu auto-entrepreneur. Ouais. Vous commencez en auto-entrepreneur. Chacun. Ok. Donc chacun son statut. Ok. Ouais, c'est ça. Et Iveco, le camion, comment il appartient à l'un de vous deux du coup? À moi. À toi. Ouais. Ok. Ouais. Ça devait être plus simple à l'époque. Toi, tu avais des papiers? Moi, c'est ça. Non, mais lui, il a un titre de séjour et tout. Mais, ah oui, c'est vrai que forcément. Avec un titre de séjour, on peut acheter un véhicule. Même à l'époque, moi, je n'avais pas le permis. Il n'était pas valide en France, quoi. J'avais mon permis argentin, mais mon permis argentin, il n'était pas valide en France. C'est que jusqu'à ce moment-là, l'unique personne qui le conduisait, c'était Joe. Okay. Ah, c'est vrai que j'avais fait. Ouais, ça va, t'as bien rattrapé après. Mais du coup, effectivement, c'est moi qui faisais que la conduite, même en Belgique et tout, quoi. J'avais oublié ce Mais là, c'était la deuxième étape parce que dans ce moment-là, c'était Joe qui le conduisait. Là, comme seule personne qui le conduisait, la quantité d'heures qu'il peut conduire une personne, c'est limité. Là, tu es limité dans le trajet la distance que tu peux parcourir. Bien sûr. Là, très rapidement, moi, j'ai pris mon permis. Et à partir du moment qu'on était les deux à pouvoir conduire, on pouvait aller plus loin. Bien sûr. Et ça, c'était une grande étape.
Ça plus loin géographiquement, ça vous pouviez monter plus haut. Exactement. Ok. Et ça vous permet d'aller chercher d'autres cams. On peut aller en Allemagne, on peut aller aux Pays-Bas, on peut aller. Et on est 2, donc on peut se relayer, donc on peut dormir, donc on peut continuer, donc on peut aller plus loin. Ok. Voilà. Donc ça, c'était une vraie étape, la ressource de Belleville, dans laquelle on est resté plus d'1 an, un truc comme ça. Ouais, on a resté un an. Ouais, 1 an et demi, un peu plus d'1 an. Ouais, un peu plus d'1 an. C'était une vraie étape qui nous a permis d'avoir un premier atelier. Ouais, un vrai atelier avec des vrais outils, tu veux dire, ouais, dont on ne sait pas se servir, mais au final, on n'utilisait que la ponceuse, quoi, tu vois. Oui, mais aussi de donner un endroit physique à notre projet. Bien sûr. De là, à partir du moment qu'il prend une place, que c'était pas en cave chez nous, il prend de la place. Tu vas bosser, quoi. Exactement. Tu vas travailler à un endroit, toi ton stock, tu reçois les clients. Là, tu dis que voilà, c'est possible, on a avancé. Après, les chiffres d'affaires qu'on faisait à cette époque, ça n'existait pas. On continuait à vivre avec notre chômage. Bien sûr. Ça ne créait pas de l'argent pour vivre, mais comme on n'avait jamais récupéré notre mise, l'invertissement, ça commençait à tourner et c'était de plus en plus, parce que ça nous avait déjà permis d'acheter le camion et de continuer à acheter de nouveaux mobiliers. Et Ouais, on gagnait pas effectivement suffisamment encore, mais c'était hyper bien d'avoir un lieu. Alors on n'a jamais eu trop personne qui nous a guidés sur la restauration, etc. Donc c'était plutôt do it yourself. Donc c'est plutôt Lucas qui est plus bricoleur que moi, qui se lançait dans des idées, Il le sent, il dit, ah, mais je pense, non, même pas je pense, je suis sûr. Déjà, il est toujours, parce que Lucas c'est sûr. Faut faire comme ça et tout machin. Et donc, moi, j'ai moins de compétences en bricolage, etc. Donc, mais je suis plutôt. Ouais, tu n'as pas peur de le faire. Monter, quoi, Et du coup, on n'a jamais eu trop quelqu'un qui était avec nous, mais c'est pas grave, ça nous a permis aussi d'apprendre malgré tout, en fait. Mais, ça n'empêche pas d'apprendre. Mais partout, toutes les choses qu'on a fait, il n'y a jamais personne qui nous a trop appris. Un petit peu Charlotte, une ébéniste. Oui, non, mais en général, on a tout cherché. Ça, on n'a pas fait une école d'art pour savoir, pour avoir une idée de la ligne de mobilier, de où ça vient, de ces qui le designer, des matériaux qui ont été utilisés, de quelle époque il est cette meuble-là. Sinon, c'était à force de lire des bouquins, exactement, plein de bouquins, plein de vidéos YouTube, plein pour la restauration. J'allais dire, des tutos YouTube, forcément. Oui, mais grave, mais t'es obligé. À un moment, c'est tout con. Tu dis, mais il y a forcément un mec qui a le même problème sur Internet. Avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, que t'es sur une niche quand tu te rends compte que même sur Internet, personne n'en parle. Tu vois. Ça, c'est plus tard. Quand tu fais là, vraiment, on est sur la niche. C'est à nous de faire le tuto. Il n'y a personne qui va le faire celui-là. Donc vous vous développez comme ça, et à quel moment, parce que là vous êtes que 2, vous avez un endroit qu'on vous prête, un camion, 2 statuts auto-entrepreneurs. Et à quel moment du coup vous faites le pas de qu'est-ce qui vous fait vous créer en société? C'est le fait d'avoir besoin de stock, de commencer à vous payer? Non, c'est les plafonds. On crée en société car on fait exploser les plafonds, mais exploser mal. Pour être plus précis même, c'est en fait le fait qu'on touchait l'ACRE, donc l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. C'est ça. L'aide aux chômeurs pour la création et la reprise d'entreprise, qui est super. Qui permettait donc au lieu de payer 25% de taxes, d'en payer que 5, puis 15, puis 25 sur les 3 premières années. Mais voilà, c'est à la 3e année qu'on a dit, par là quoi. Là on a fait ok, là on paye 25% sur du chiffre d'affaires, même pas sur du résultat. Donc, c'est énorme. Et là en fait et nos statuts on les avait éclatés en plafond. Et du coup là c'est là que il faut switcher en fait parce que le statut en achat-revente c'est quoi? C'est 84 000 TTC, c'est ça annuel? Et c'est 90 000. Ça a été doublé je crois. Ouais, c'est 90. Non, c'était 80. C'est 80 t'es entrepreneur et après tu peux faire 160 000 mais dans les 12e tranche des 80 tu dois payer de la TVA sur la marge. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc vous mettez 80 tous les deux annuels déjà quand même, c'est ça, de chiffres, et c'est à partir de là que vous vous dites... Mais c'est pas du résultat, c'est vraiment du chiffre d'affaires. Et là, c'est parce qu'on est en quoi? On doit être en 2000, si j'ai bien su compter, on doit être en 2018, non, par là 2018. On a créé en novembre 2018, on a créé la boîte. Exactement. Ah, donc c'est avant vous, ok, ouais. Et vous créez une SARL, ok. 50-50. Exactement. Ok, c'est capital social, c'est quoi? Enfin, je sais pas, ça. On a mis 10 000 euros. C'est ce que nous conseillaient les gens. Oui, on n'avait pas trop de notions. Donc 5 et 5.
Ouais, c'est ça. Enfin, en fait. apport de. Oui, mais en fait, c'était l'argent qu'on avait déjà. de la Ça, boîte. ça part des 500 euros qu'on avait mis un Qui ont jour. grossi. Ouais. Et là, on avait plus de capital que ça, mais on n'avait pas besoin de faire un apport plus grand Bien pour sûr. montrer à quelqu'un dans mon entreprise. Non, j'ai compris. Donc, vous faites un capital social à 10 000 euros, 2 fois 5 000 d'apport chacun. Vous êtes associés à 50-50. Ouais. Tous les deux gérants, du coup. Ouais. Co-gérant. Co-gérants, donc tous les deux travailleurs non salariés quand vous avez commencé à salarier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche de paye. Exactement. Ok, ça marche. Et dès le début, du coup, vous avez le chiffre d'affaires pour commencer à vous payer. Ouais, on se Comme payait on- depuis longtemps en fait. Quand Vous on était payez au- dans votre structure auto-entrepreneur, mais là, quand vous vous mettez en société, pour comprendre la bascule technique en fait. Tu vois comment vous faites un coup d'apport en compte courant d'associé, vous êtes un peu conseillé par un comptable, vous vivez un peu sur le magot d'avant en disant ça passera. Tu vois, je sais pas si c'est racontable. Ouais, c'est un peu l'argent d'avant qui nous a servi au début Ok. à amorcer. Ok, non c'est vrai, pour comprendre la bascule, parce que la SARL, tu fais un bilan. Oui, carrément, il il fallait prendre plein de choses. Il a tout un changement comptable. Ouais. Mais on avait créé suffisamment. En plus, c'est ce qui nous a permis, c'est qu'on avait créé un gros masse de stocks et d'argent qui nous permettait de commencer une activité avec cette SARL et de nous payer pendant un certain temps. Ok. Et en injectant tout ce qu'on avait créé avec nos deux. C'était déjà la même boîte, mais bon, c'était chacun un statut auto-entrepreneur. Ouais, l'argent existe, j'ai compris, c'est juste la bascule en fait. Ouais. Parce qu'il faut être bien conseillé quand même. Le compte courant d'associé, c'est hyper pratique, mais faut savoir s'en servir. Enfin, moi j'ai compris ça tardivement. Tu vois, donc, on a découvert plutôt sur le tard avec. Ouais, c'était. Avec notre comptable. Ouais, c'est notre comptable qui nous a Vous avez aidé à faire guidés, la exactement. Ça marche. Exactement. Donc 2018, vous avez le cabis, ça y est, vous êtes une société maintenant. Exactement. Ouais. Mais vraiment, ça par contre, ça a changé. Alors ça change un peu, mais pour nous, c'est vraiment le même projet qui se poursuit. Il y a pas, tu vois, il se passe pas un truc Il y a pas un déclic, quoi. incroyable le jour où on passe en société, quoi. Ça met peut-être un petit peu plus de pression, j'en sais rien, mais en tout cas c'est le même projet. Oui, il y avait l'unique grand changement, c'était que maintenant je jouais avec la TVA. Exactement. Et que ça faisait monter les prix. Et ça nous a toujours fait reculer. Parce qu'on s'est dit, voilà, en fait, concrètement, quand t'es marchand officiellement, t'as un statut un peu particulier où tu fais de la TVA sur la marge. Tu vends avec la TVA sur la marge. Donc ça veut dire que si j'ai acheté à 100 et que je vends à 200, ma TVA n'est que sur les 100 supplémentaires. De différence, d'accord, Ouais. bien sûr. Et la personne en face, l'acheteur, ne pourra jamais récupérer sa TVA. Parce que c'est La un TVA client n'est pas final, récupérable sur un particulier. Non, même société. même société. Si tu es son système de TVA par sur rapport la au marchand, marge, je veux dire. Quand Ah oui. si je vais à Saint-Ouen, je suis un pro. Ouais. Et pour ma société, j'aimerais avoir une œuvre d'art ou je sais pas quoi à l'entrée. Ouais. Tu pourras pas récupérer la TVA. D'accord. Lui, il fait une TVA sur la marge. Donc sinon, ça veut dire que tu connais son prix aussi d'achat. Si tu Oui, fais forcément. cette Ok, TVA. ouais. Ok. Donc, et on avait le choix de faire ça ou d'être en TVA. Et normal. notre crainte d'être en TVA à 20%, c'était de se dire on est obligé d'augmenter tous nos prix aujourd'hui parce que donc on était hors taxe entre guillemets sur l'auto Alors que là, tu entreprise. te prenais 20% au passage. Et Et on se disait si on veut maintenir notre niveau de revenu, enfin bien sûr, de marge, voilà. tout simplement. Il fallait quand même que notre prix reste celui hors taxe et donc pour le grand public ça devient un prix 20% plus cher, quoi. Oui, ok, compris. Ouais, Ça, là, nous faisait un c'est peu vrai, peur. ça nous faisait peur. Il y a des pièces on s'est dit franchement elles valent pas Non, mais à cette époque, on voyait pas le marché comme on le voit aujourd'hui. Oui, Et à cette époque-là, on disait, mais tu t'imagines vendre 10 chaises par jour? Ouais. C'était impossible. Et non, mais c'est pas, dans notre tête, Ouais. ça rentrait pas. Vous Aujourd'hui, n'étiez peut-être pas encore sur les clients d'aujourd'hui non plus. Exactement. Ouais, ouais. Non, mais on n'avait pas non plus la masse des stocks qu'on a aujourd'hui, ni l'équipe qu'on a. Fur et à mesure que le temps il a passé, on a devenu pas expert, mais on connaît notre métier. Notre marché. Et notre marché, là, on fait les choses mieux et beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Là, on est à la ressource de Belleville. Et là, nous, on commence à avoir une masse de stock assez grande. La ressource aussi, il commence à avoir beaucoup de mobilier qu'il rentre. Là, ce projet qu'on avait commencé ensemble, ça devient incompatible. Ouais. Ça ne peut plus rester dans la place pour vous deux, quoi. Exactement. Nous on n'a plus vraiment le temps de retravailler les pièces qui rentrent, qui ne sont pas à nous, et on a l'impression quand même un peu de s'éloigner de notre business.
Ouais, par rapport au deal pour être présent. Et pour Marie, qui tient la ressourcerie, c'est plus intéressant si nous, on n'arrive pas à prendre le temps, justement, d'être présent et de retravailler ces pièces à elle. Donc là, il y a une discussion, etc., où ça s'est très bien fini. Mais on a mis sur la table le fait qu'effectivement, c'était l'un et l'autre, on avait grandi, et c'était plus compatible. Si on voulait grandir dans de bonnes conditions l'un et l'autre, il fallait à un moment qu'on se sépare, quoi. Ok. Et du coup, on est parti de ce lieu pour en trouver un autre. En banlieue, plus loin, carrément plus loin, à 25-30 km près de Roissy. D'accord. D'où je viens moi, et dans une zone industrielle, parce qu'on se disait de toute façon, il y aura pas forcément tant de visites que ça. On en était déjà à livrer tous les samedis. Ouais, le côté showroom client parisien, ça n'avait plus de valeur, quoi. Et en plus, on n'avait pas non plus les épaules pour prendre une place à Paris en les salons autour. Non, pas du tout. Mais on y réfléchit plein de fois. Une fortune. Est-ce qu'on essaie quand même d'ouvrir une petite boutique? Est-ce qu'on se met avec quelqu'un en plus, ou au fond d'un resto, au fond d'une librairie, je sais pas quoi. On a réfléchi à vraiment beaucoup d'options. D'opportunités. Ouais. Et au final, on a trouvé cet atelier qui était hyper bien, qui avait plein de défauts, pas cher. Plein de défauts, mais très beau. Beaucoup de charme. Combien de mètres carrés pour situer un peu? On avait presque 400 mètres carrés en total, j'imagine. Un peu moins. 350. 350 mètres carrés. Avec plein de mezzanine partout, le pire truc que tu peux imaginer. Pour stocker premier étage. Génial, ouais. Ah oui, non, la mezzanine pas cool du coup, parce que tu les montes, tu les montes en hauteur. Non, la mezzanine pas cool, et tout l'espace, c'était en premier étage. Ouais. Où il avait un moment de charge, qu'il marchait à moitié, qu'il le montait, avec un toit, avec une verrière incroyable, trop belle, mais qu'il était troué. Ouais. Il y a déjà eu de la neige dedans. Mais il faisait si froid dedans qu'il a neige est rentrée. Il se fondrait pas. Ouais, la neige est restée. Mais c'était un bel endroit de vie. Franchement, c'était vraiment un bel endroit. Et mais voilà, un peu ghetto, quoi. Clairement. Dehors, c'était, tu vois, les trottoirs, c'est de la gadoue. C'est un peu ghetto, quoi. Ok. Et tu t'embrouilles tout le temps avec les voisins parce que y a jamais de place nulle part. À cause du camion de charge, il est à moitié illégal. Donc dès que toi tu veux expliquer que tu veux décharger, mais que tout le monde est garé devant déjà, et tu leur expliques que tu veux, genre laissez-nous décharger, ils font non mais déjà ton truc il est illégal, donc tout le monde charge, donc tu vas attendre que moi je finisse. Et après tu déchargeras. C'était la guerre. Ouais, c'est vraiment la guerre. Que ça commence à 7h du matin. Tu vois, mais c'était, encore une fois, c'était une nouvelle étape, encore plus professionnalisante, où on commençait vraiment à avoir un stock organisé, stocker différemment, apprendre à stocker notre matériel aussi. Et c'est à ce moment-là que Mathias il nous rejoint. Ouais, son plus jeune frère. Première embauche, c'est ça? Ouais, c'est au premier collaborateur. Oui, exactement. Ouais, je pense, okay. Oui, c'est Mathias. Il y avait des personnes déjà qui nous avaient aidés, plein de potes qui nous avaient donné un coup de main, mais qui nous ont permis aussi de faire les cartels. Les potes qui nous ont accompagnés, qui nous ont on a eu plein d'amis, supporté, plein d'amis, Davan, Adrien, qui ont été là 1000 fois pour nous. Pour décharger, chercher, voyager, faire les sites, prendre des photos, donner des idées, penser. Mais là, les premiers collaborateurs qui est là tous les jours avec nous, c'était mon frère Mathias. Et là, on était déjà 3. Ça, on est une équipe. Ouais. Et après Mathias, et très rapidement, il vient Charlotte. Ouais, après on a eu une ébéniste. C'était la première personne qui était préparée. Et qui était extérieure aussi un peu, qui n'était pas ni une amie à nous, ni de la famille, ni rien. Et puis elle avait beaucoup de connaissances, qui était ébéniste et qui avait beaucoup de connaissances et qui nous partageait. Comment vous la rencontrez, elle, du coup? C'est une annonce, c'est un truc? Non, à partir de la ressourcerie où on était, oui, on était en connexion avec des autres ressourceries. Il y a un réseau de ressourceries en fait. Exactement. Il y avait une personne d'une autre ressourcerie avec qui on s'entendait très bien, qui était responsable de toute la partie immobilier. Et à qui je appelle, je dis écoute, voilà, on cherche une personne capacité qui vient nous aider. Il nous dit il y a une fille qui vient de partir de chez nous et qu'il est très bien, ultra sympa. Si vous voulez la rencontrer, voilà, on se rencontre avec Charlotte. Réseau ressourcerie, quoi. Exactement. Ok. Le refaire. Et donc voilà, là, on commence à être vraiment structuré. À partir de ce moment-là, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose. Et on commence à avoir vraiment des clients plus professionnels qui viennent nous voir et que ça ne dérange pas de faire 25 km. Pour venir acheter des chaises. Ouais, pour venir acheter, parce qu'ils viennent acheter des plus gros volumes. Ils viennent acheter peut-être 25, 35, 50, 100 chaises pour des projets pro. Donc en café, hôtel, restaurant ou ce que j'allais dire, donc c'est CHR pas mal la clientèle, c'est ça, un café, hôtel, restaurant. C'était ça avant le Covid. Avant le... oui, putain, oui.
Oui, le Covid, tu m'étonnes. Bah oui, Ouais, principalement, c'est devenu, en fait, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Hein, mais nous, on n'a pas cherché cette cible. On n'a rien choisi. Hein. Ça, c'était la cible qui nous a choisi. Alors, comment ils vous connaissent? Par le digital, par le site web parce que là, il y a un vrai on avait site qui est arrivé. pour le coup à ce moment-là. Oui, là, on était déjà partout. Excellency, l'aide qu'ils nous donnaient, Mathias et Charlotte dans l'atelier, ils nous permettaient d'avancer mieux et plus professionnellement d'un côté commercial. Ça nous libérait un peu de la partie opérationnelle, de laver les chaises, de les restaurer, etc. Ouais, parce que jusqu'à ce moment-là, qu'on avait déjà un volume assez important, nous on s'en occupait de tout. Tout. On faisait de la partie achat, on voyageait pour le ramener et pour négocier. Une fois que les objets étaient ici, on le restaurait. Après, on le mettait en ligne, on faisait la négo pour les vendre, on le vendait, on encossait et on le livrait au client. Bien sûr. Ouais. Là, on n'avait pas le temps de faire. La réalité, c'est que j'y pense, mais la plupart des marchands, ils travaillent quand même tout seuls. Tu vois, même à Saint-Ouen, tout ça, il y en a. Ouais. Et il y en a qui font même des gros volumes et qui travaillent tout seuls. On est admiratif des personnes qui font ça parce que c'est un travail qui c'est puissant. Et c'est ultra physique. Ouais, c'est physique. Ouais. C'est ultra physique. Que tu le veuilles ou non, à un moment, il faut porter des trucs. Quoi. Bien sûr. Ouais. Je pense que même le marchand le plus chic ou je sais pas quoi, même s'il a à un moment lui aussi il se retrouve à faire des trucs, tu fais de la manute quoi. Alors, je peux en parler parce que moi dans une vie antérieure j'ai été commissionnaire pour Tajan, commissaire-priseur à Saint-Ouen. Ouais. Donc commissaire-priseur Tajan, c'est une belle étude en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Et moi j'étais intérimaire et ils me disent il nous faut un mec pour l'entrepôt capable de porter, de se faire accepter des gars parce que c'était un légionnaire et un ancien Hells Angels, tu vois, donc quand même, tu vois. Et en même temps, de pouvoir aussi avoir une suffisante syntaxe pour que les experts, quand ils viennent de l'étude pour aller regarder une pièce, il faut quelqu'un qui sache leur parler aussi, quoi, parce que le légionnaire et le Hells Angels, c'était pas forcément ça. Et donc moi, j'ai vu, j'étais dans 3000 m², j'ai porté des commodes, pu en savoir quoi. Et j'ai vu des trucs de dingue. J'ai vu ces marchands qui se pointent. On avait en plus, c'était Tajan, donc t'avais des Césars des grosses sculptures en bronze à l'entrée. Et donc nous on ouvrait à 14h enfin dès le matin, mais à 14h c'était emblématique. On ouvrait le portail, t'avais des camions qui arrivaient à cul. Le job en plus c'était tant que c'est pas posé chez nous, c'est pas à nous, donc c'était jamais nous qui déchargions. Et les marchands qui venaient souvent ils étaient seuls ou avec un mec, un espèce de Brutus, tu vois, qui est pas très malin. Et je les entendais, une fois j'ai surpris une conversation où le mec passe devant un des Césars, donc le marchand un peu éduqué avec son Brutus. Et il dit, tu vois ça par exemple, tu dis 500 balles pour la matière. Donc je m'arrête, je dis, attends, quand même, tu peux pas dire un truc pareil, c'est un César. Il me dit, non, mais faut pas croire, c'est des très belles pièces qui sont chez des gens très riches. Mais il n'y a pas que des gens riches qui héritent. Parfois, il y a des gardiens. Et moi, mon job, c'est aller voir le gardien et lui dire, ça, ouais, pour la matière, je t'en mets 500 balles. Ah ouais. Tu vois, et c'était marrant parce que là, tu rentres, enfin, je pense que vous l'avez touché de très près, cette forme de négo et de quoi que ce soit, mais bon, cette pièce-là, je sais pas quel prix ça vaut et combien ça peut passer au marteau, mais ce décalage en fait qu'il y a entre la vie de la logistique, des manteaux en cuir et des cafés à 4h du matin au plus, et le prix ou décorrélé ou enfin de ce que tu peux vendre, quoi. Au final, Oui, mais c'est ça ce qu'on parlait au début quand on disait qu'il y a des marchands qui vont négocier un prix jusqu'à la fin, mais que ça devient plutôt une addiction. Ouais. Il faut que ça coûte le minimum possible, même s'ils savent des fois c'est un que... jeu, ou je le vois comme un jeu. C'est un jeu. Il a l'impression d'avoir vraiment réussi son truc. Peu importe la marge. Il importe arriver à l'acheter vraiment moins cher, parce que vraiment, si tu es en train d'acheter quelque chose à 100 € et que finalement tu vas les vendre 3000, il y a aussi autre chose. Au final, l'acheter à 50 ou à 30, ça ne te change pas grand-chose. Bien sûr que non. Non, mais par contre, sur le principe, peut-être que le mec se dit aussi... je te négocie pour te montrer que j'achète pas à ton prix, pour te montrer que voilà, c'est pas si facile de me vendre non plus. La fois d'après, ça me permettra encore de négocier parce que tu sais que je suis quelqu'un qui négocie. Je sais pas, j'essaie de lui trouver. Et alors, parce que moi j'ai beaucoup de mal, je vends beaucoup aussi, donc je vois ce qu'on veut dire, mais par contre je suis pas un très bon acheteur. Et je trouve que c'est très compliqué d'avoir ces deux compétences en même temps, d'être un très bon acheteur et un très bon vendeur. Vous êtes tous les deux aussi bien bon acheteur et bon vendeur, ou il y a une répartition des rôles entre vous deux? Il y a une répartition des rôles. Les meilleurs acheteurs, c'est mon fils. La preuve. Les meilleurs acheteurs, c'est Joe.
Ok. Moi, je m'occupe plutôt des achats. Qui s'en occupe surtout des achats. Ok. Et toi, plus la vente. Et moi, je suis plutôt de la partie commerciale. Ok. Même si tous les deux, on fait les deux. Ouais, vous pouvez intervertir vos rôles si Exactement, le faut. on change les rôles. Lui, il est beaucoup plus fort que moi en achat. Ok. Et lui, il est meilleur en vente. Et moi, un peu meilleur en vente. Ok. Et c'est quoi tes techniques pour réussir à faire baisser ton prix? Parce que t'as une méthodologie, quelque chose C'est une bonne question. En achat. Ça dépend de la pièce. Ça dépend des pièces que j'ai devant moi. Ça dépend. Si c'est des trucs que je sais qui se revendent direct, je vais prendre une autre méthode. Je sais exactement où il est mon prix plafond. Et si le gars il m'embarque et je vois que lui aussi connaît son prix, enfin il connaît le prix de la pièce, ça va vite, il n'y a pas vraiment de négo. Moi je sais que je vais la vendre, on est à peu près déjà au prix. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis parce que. Bah, plus tu sens que le mec est pointu, moins tu le fais chier quoi. Ouais, tu le fais pas C'est chier. un peu ça, hein. Ouais. Et après, Ok. si je sens qu'il y a de la pression, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va être dessus, Ouais. j'essaie d'aller le plus vite possible, juste. Voilà, D'accord. même si le prix est pas précisément celui que je veux, c'est plus important d'avoir toutes les pièces, de les remporter. De faire le deal Ouais. pour pas laisser passer l'opportunité. Ouais, c'est ça. Parce que si on est sur un marché où on ne choisit pas ce qu'on va acheter. Nous, on achète des pièces des années 50. Parce que là, l'opportunité, il est là maintenant et tu ne sais pas s'il sera là demain. Là, quand tu as une pièce qui est là et que tu sais que tu pourras la vendre, tu dois l'acheter. Oui, c'est pas du neuf qui sort d'usine, c'est pas Ikea quoi. Tu sais Exactement. pas, c'est pas de la série où après-demain les 300 pièces tu peux les avoir. Voilà. L'autre fois, il y a eu un très grand lot d'une chaise qui nous intéressait beaucoup, qu'on voit pas souvent. Des chaises d'un designer qui s'appelle Fritz Kramer. Et il y en avait plusieurs dizaines. Et c'est très rare d'en avoir plusieurs dizaines, par exemple. Okay. Du coup, là, même si le prix, je peux payer même plus cher que la valeur, parce que tu t'économises aussi en temps. Tu vois, si tu en trouves 100 d'un coup, au final, tu vas quand même économiser par rapport à si tu vas les chercher par 6, par 8, par 10. Là, tu as l'opportunité d'en avoir 100 d'un coup. Donc, tu peux même payer un peu plus cher que le prix normal. Parce que tu vas gagner du temps après. Ce stock, il est là et après, c'est beaucoup plus simple que d'aller encore en chercher 8 là, 6 là et 10 là. Donc, mais là, il se trouve que c'était en grande quantité et pas cher. Et donc là, forcément, il y a du monde dessus, quoi. Et donc là, tu te bats à la fois aller vite, en fait. Là, le truc, c'est d'aller vite, aller les chercher vite, payer direct. Donc, voilà. C'est avoir le chauffeur qui peut y aller rapidement, les chercher. C'est parce que l'histoire logistique, on achète toujours en. Si, la stratégie. Ah, non, je peux te dire. La stratégie, comment j'ai fait pour les gagner, ces chaises par rapport aux autres, c'est qu'en fait, il avait d'autres trucs à vendre. Et des trucs qui m'intéressent, oui et non. Mais je lui ai acheté d'autres trucs en plus. Je lui ai dit, je te prends tout ça. Et en plus, je te prends ça, ça, ça et ça dans ton lot. Et du coup, là, moi, j'ai le sentiment. Après, je sais pas ce qui s'est passé chez les autres, mais j'ai le sentiment de me démarquer des autres acheteurs. Parce que justement, eux, ils vont s'intéresser qu'à ce lot. Mais moi, en plus, je lui ai dit, écoute, moi, je te prends ça. Je lui dis à quel prix, je lui négocie même pas son prix. Et je lui dis, bah, tes pièces en plus, je te les prends en plus. Donc, ton lot, au lieu de faire. Et je lui négocie même pas les chaises non plus. D'accord. Le prix, il était déjà largement assez bien. Et donc, lui, il se dit, j'ai trouvé un client qui me prend le lot que tu me veux, mais en plus, il me fait un gros chèque parce qu'il me prend d'autres lots. Il me prend des pièces en plus. Ok, j'ai compris. Je lui montre que je suis carré, qu'il me fait confiance. Je peux lui dire que je suis pro même. Je m'en fous. Au début, on était à moi, genre, ah non, je suis pas pro, c'est pour un pote, je sais pas quoi, tu vois. Aujourd'hui, là, je préfère qu'il me croie, qu'il dise, ok, il est pro, donc il va me payer, parce qu'on parle de plusieurs milliers d'euros que tu vas devoir lui payer rapidement. Donc, je préfère qu'il ait confiance en moi, qu'il dise, voilà, c'est un pro. Moi, je peux lui dire, voilà, si tu veux, tu peux aller voir. Bon, peut-être pas notre site, parce qu'après, il voit les prix de revente et tout, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, je suis pro et je peux lui montrer des références, on va dire. Ok, ça marche. Et donc, voilà, là, pour me différencier, par exemple, le truc, c'était de lui dire, bah, moi, je t'achète encore plus de trucs que les autres. Et du coup, là, ça a marché. Et c'est improbable. Je pense pas qu'on aura encore un lot comme ça avant très longtemps. S'il y en a un autre comme ça. Oui, en 5 ans, c'est le deuxième. C'est la deuxième fois qu'on a un lot aussi grand de cette pièce. La pièce elle-même est dure à trouver. Et là, il y en avait pléthore. Oui, mais au-delà de cette pièce, il faut avoir une mix. Et un mix commercial, una cartera de productos. En espagnol, cartera de productos. Cartera de productos. C'est une mixité des produits, un portefeuille de produits, tu veux, et intéressante pour pouvoir offrir aux clients. Mais cette portefeuille de produits, il faut le construire
à partir de l'inconnu. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux racheter, et cette incertitude, il fait que les processus d'achat, ils soient assez complexes. Ouais. Et que tu peux acheter quelque chose aujourd'hui à un prix, et demain, acheter la même pièce à ce prix fois 3. Ouais. Et finalement, tu vas te dire, ok, voilà, je vais faire la moyenne entre ces deux prix-là, mais j'ai ce produit à vendre. Et, ça, et alors, côté prix de vente, vos prix sont fixes aussi sur la même pièce ou du coup ils sont variables? Aujourd'hui, les prix sont fixes. D'accord. Ouais, avant, on était plus ouverte à la négo, mais aujourd'hui, on a un prix qui est établi. Toi, tu veux dire par rapport à l'État ou un truc c'est pour comprendre, parce que si j'ai bien compris, la même pièce peut avoir un prix d'achat variable. Ouais. Donc du coup, est-ce que commercialement le prix a également un prix variable à la hausse ou à la baisse, mais de dire bah attends, là c'est un truc parfait, dans cet état-là c'est plus cher que le prix classique de notre site. Grâce à Lucas, on a standardisé le niveau de qualité, on va dire. Donc on sait qu'à peu près le rendu avec le niveau de restauration qu'on a aujourd'hui, il va être à peu près toujours le même. Donc on peut se dire que le prix de vente restera toujours le même. Et que la qualité sera toujours excellente, quoi. Donc ça peut que être négocié par 200 pièces, et là du coup le mec il dit attends, je t'en prends 200 Lucas, merde. Il m'aime pas, on ne négocie pas. On ne négocie pas avec des terroristes. Non, on ne négocie pas les prix, on est très... on est très content, très heureux de la qualité des services qu'on rend et de l'atelier qu'on a. On donne beaucoup de valeur à la pièce et on assure beaucoup nos clients. Toutes les pièces qui sortent de notre atelier sont de garantie esthétique. C'est à toutes les personnes qui achètent chez nous, ils peuvent arriver chez soi, poser la pièce à la chaise à côté de la table, voir comment ça va, et si ça va pas, ils les ramènent chez nous et on le rembourse intégralement. Si il arrive quoi que ce soit à la pièce, ils nous appellent, on la répare, on la restaure, on la change. D'accord, t'as un service après-vente. Mais ça n'existait pas en général dans l'immobilier ancien. Et nous, on le donne. Et c'est pour ça qu'on ne négocie pas. On est très très sûr de nos services. Et ça, pour le coup, on a pas mal appris des gens à qui on achetait, quoi. Des autres professionnels qui nous ont appris que voilà, quoi, le prix c'est le prix. Et il se défend aussi. C'est pas un hasard. Et le prix, il est juste. Et le mec qui te le vend, il le sait. Qui nous le vendait, il savait que le prix, il est juste. C'est le bon prix. Et nous, on comprenait pas au début. On était des marchands de tapis. Donc, vas-y, baisse-moi le prix. Je t'en prends 25. C'était énorme en plus. Je t'en prends 25. On comprenait pas qu'ils baissent pas le prix. Mais au final, on a appris d'eux pas mal. Et du coup, on travaille un peu comme eux. À se dire, non, mais on sait ce qu'on vend. Ça vaut tant. Après, je comprends que toi, ça te semble cher ou trop cher. Mais c'est ce que ça vaut. Et le prix, il est juste. Pour le service et la qualité de la pièce. Plus tout le service qu'on apporte après, d'après-vente, de machin, etc. Oui, on est très, très sûr de nos produits. C'est ça qui change technique commerciale dans n'importe quel domaine. Si tu sais ce que tu vends et tu sais que la valeur, c'est la valeur juste, parce que ça part de là aussi. On met des prix justes à nos produits. À partir du moment que tu es sûr que le prix de ton produit c'est un prix juste, il n'y a pas raison de descendre le prix. Sauf un besoin de trésorerie qui t'oblige à vendre moins cher. Covid. Le Covid. Exactement. Sauf. On s'est jamais fait autant négocier que le premier mois du confinement, quoi. Ah ouais. Là, t'es là. Ah, ok. D'habitude, on n'aurait jamais dit, non, le mec il veut 6, je sais plus, le mec il voulait 6 ou 8. Et je me suis retrouvé à dire ok, ça marche, je te baisse le prix. Mais normalement, jamais on baisse le prix. Mais là, on était tellement flippés, on vendait tellement de plus rien, on était en confinement et tout. Ok, c'est bon, je te vends. Et là tu vends. Là, bien sûr. Parce que juste t'as peur de mourir, quoi. Bah, bien sûr. Alors, juste avant le confinement, vous êtes combien de collaborateurs du coup? Parce que là, ça a grossi un peu d'après ce que j'ai compris. Oui, là, mais pour faire vite, après Mathias et Charlotte, elle est partie. On a vendu Yves. C'était dur. On a acheté Yves le camion. On a acheté Willy le Volkswagen. Cool. Un crafter. Qui était le même genre de camionnette, les trucs de 12 mètres cubes, très bien, c'est pratique. Et après, on a vendu Willy. Et on a acheté Waldo. Qu'on a encore. Waldo, qui est quelle marque du coup? Alors Waldo, c'est toujours un Volkswagen Crafter, mais c'est vraiment le très très gros avec une cabine
C'est une caisse en fait. D'accord. Tu vois les camions qui ont une caisse un peu. Des gros cubes. Ouais, voilà, d'accord, ok. C'est cubique, voilà, c'est ça. Donc c'est un 20 mètres cubes, quoi. Exactement. Et qui est toujours notre compagnon de route. Exactement. Encore aujourd'hui. Il y en a passé de cet atelier où l'année il rentrait, il restait avec nous. De 300 mètres carrés à peu près. Exactement. À un espace de 600 mètres carrés à côté de Paris, à 15 minutes à vélo de notre respective maison sur Paris. Donc où ça du coup c'est à Pantin. À Pantin, c'est ça, d'accord. Okay. Exactement, où on est aujourd'hui. Donc vous vous rapprochez un peu des clients aussi si besoin. Exactement, on se rapproche un peu des clients, mais surtout on se rapproche de chez nous. On mettait avant 1 heure aller, 1 heure retour, minimum. Et ça, te rapprocher de chez toi, c'était aussi te rapprocher de chez les personnes qui travaillaient avec nous. Bien sûr. Là, on faisait un pari sur le confort. Bien sûr. Sur dire, on va mieux travailler, en travaillant mieux, en de meilleures conditions. Ça se verra dans pour vendre mieux. Qui rentre par le toit, j'avoue, d'un point de vue confort, c'est pas top. Tu vois, il y avait la pluie. À l'époque, on avait du mobilier scandinave. La pluie, elle tombait sur donc les meubles en teck, etc. Il faut lui mettre une bâche et tout. Et là, tu deviens fou, quoi. Ouais. T'es en égo avec le proprio. Pour lui dire, mec, faut reboucher, c'est pas possible et tout. Le toit, bon, il était à 7 mètres de haut. Ouais. Personne n'avait envie de s'y coller. Ouais, c'est nous qui l'avons fait. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ouais, mais là, tu as un escalier de 5 mètres qu'il n'arrive pas. Et sur l'escalier de 5 mètres, tu mets un autre escalier. Ouais, c'était un jeu d'échelle. Et c'était. C'est ça, les coupures d'électricité, c'était tout un truc. Qui nous a poussé aussi à se dire, bon, là, maintenant, on peut se le permettre. Alors, on a fait un gros pas. Pour le coup, le est bien plus cher. Bien plus. Il est 5 à 6 fois plus cher. Donc c'était un gros pas pour nous de le faire, mais en termes de confort, c'est plus rien à voir. Quand d'un coup on a un quai pour décharger, d'un coup on peut accueillir d'éventuels salariés qui peuvent venir en métro, en vélo, on peut accueillir d'éventuels clients ou prospects qui peuvent venir en vélo, en Uber, en n'importe quoi. Et rapidement, s'ils sont sur Paris. S'ils sont à Paris en 15 minutes, tout. Voilà, Pantin. Donc ça c'est quand le bâtiment de Pantin ? Ça fait 2 ans. Ça fait un peu plus, mais 2 ans et demi. 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi que vous êtes à Pantin. Ouais. Okay. Et pour répondre à ta question, aujourd'hui, il y en a 6 en total. Ok. 4 employés. Cool. Plus des personnes qui interviennent très très régulièrement en extra. En extra, oui, avec des autres métiers, avec des autres. Serrurier, menuisier, tapissier, tout ce qui va autour des marchands, quoi. Côté logistique aussi, on a de l'aide. Okay. Et on a plein de personnes qui nous aident, mais on est 6 tout le temps là-bas. Vous communiquez sur votre chiffre d'affaires ou pas ? Je sais pas, c'est possible, non ? Pas trop. Non. Okay. Pero pregunta si es un secreto o no. Je le dirais. Ouais. Donc, non, pas trop. Pas trop. Ok. Mais on est sur des centaines de milliers d'euros, quoi. Forcément. Si je sais compter, vous avez un entrepôt qui coûte un peu de l'argent tous les mois. Vous êtes 6 à vous payer dessus. Il faut plusieurs centaines de milliers d'euros quand même pour que ce soit viable. Faut vendre de la chaise. Ok. Mais c'est justement on vend beaucoup plus de la quantité de chaises qu'on disait au début. C'est pas possible. Au début, pour nous, c'est de dire que vendre des chaises par jour, c'était pas possible, mais c'était vraiment pas possible. C'était pas envisageable. Parce qu'on avait un stock de, je sais pas, 25 chaises, et on en vendait une tous les 2 jours ou 3 jours, quoi. Et donc, Lucas, il me disait, mais je suis sûr qu'à un moment, on peut arriver à vendre 100 pièces dans le mois. Et pour moi, c'était surréaliste, quoi. Il me dit, mais on va jamais, déjà, on va les mettre où ? Comment on vendra jamais 100 pièces, quoi. Et bon. Aujourd'hui on vend beaucoup plus, quoi. Alors du coup vos rôles ont changé un peu aujourd'hui. Vos rôles ont changé. Il y a des par rapport au début vous évoluez. Vous faisiez tout. Moi je suis plus administratif. Tu fais plus administratif. Non mais en fait on pendant toutes ces années-là on s'est changé les casquettes tout le temps. Parce que on est capable, c'est bien, on est capable tous les deux de faire tout le travail. Et il y a un moment, quand ça fait 1 an que tu t'occupes de l'admin, et tu ne peux plus de l'admin, et toi, il y a l'autre qui a plein de conseils parce qu'ils vont intervenir, tu les laisses des bébés à l'autre, et toi tu prends une autre, et on commence à changer les rôles. Et comme on a tellement de choses à faire, on n'est pas très jaloux de travail, c'est comme si tu veux le faire, fais-le. Bien sûr. Tranquille, pas de problème. Il n'y a jamais eu trop de problèmes sur ce que chacun doit faire. On fait des trucs où quand même on a une petite affinité, même si de toute façon n'importe quelle tâche quand on fait beaucoup t'en as juste marre au bout d'un moment, bien sûr.
c'est répétitif hein, malgré tout. Ça reste des tâches dans lesquelles on se sent tous bien. Donc Cassio, il est plus sur l'atelier. Il aime bien aussi, je sais pas, il a un côté plus manager que moi par rapport à l'équipe, etc. Et voilà, ça l'intéresse plus l'aspect bricolage, etc. Moi, ça m'intéresse plus, mais de loin, quoi. Moi, c'est plus les objets ou la recherche. Moi, c'est la chasse au trésor, des trucs comme ça. Et du coup, nos tâches, elles se font assez. Oui, on se comprend assez bien. On est assez d'accord. Souvent, on est d'accord quand même. Ouais, souvent on est d'accord. On arrive à se voir et dire que voilà, je sais pas, il est en train d'aller par là. Moi, il faut que je passe par là aussi pour le rejoindre. Je sais pas, sur des tâches différentes. Ou tu vois que l'autre personne, il est en train d'être saoulé de faire quelque chose. Et là, il y a l'autre qui intervient et qui vient à l'appui et que finalement, il prend cette tâche-là. Okay. Parce qu'il a vraiment plein de choses à faire. Aujourd'hui, à niveau... En général, tout est très grand. Quand il faut restaurer, c'est des centaines de pièces. Quand il faut faire de l'administration, c'est gigantesque. Les employés, l'URSSAF, les comptables, les achats, la logistique à l'international, la logistique locale. Donc vous vendez à l'international aujourd'hui ou vous faites on achète, on vend à l'international, mais on achète beaucoup à l'international. Ouais. Toujours en Europe. Donc comptablement en plus c'est relou parce que tu achètes dans un autre pays, machin, bidule, il y a des droits de douane là-dessus, non? Non, en Europe, c'est libre circulation des biens, il n'y a pas de TVA. Non, il n'y a pas de... C'est pas chiant. Okay. Oui, mais aujourd'hui les chantiers, c'est des grands chantiers. Qu'est-ce que tu appelles chantier? Un chantier, chaque poste de l'entreprise, c'est très très grand et c'est très difficile à gérer. Là, il a toujours un poste comme dans toutes les entreprises. Il a toujours une poste qui est problématique, où il faut l'adapter, où il faut que ça avance. Là, il a toujours un de nous deux sur un poste qui est en train de faire un peu la révolution, qui est en train de l'améliorer. Et après, il a l'autre qui s'en occupe un peu de gérer tout le reste, où ça change. On a la chance de s'entendre, d'échanger, et même, il y a des fois sans discuter, en général. Ouais. Il y en a un qui a la motive d'un coup sur un projet qui se traîne depuis longtemps. Là, on devait faire un showroom, un truc comme ça. Mais on est souvent du genre à pas faire les tâches en entier, par contre. Ouais. On est souvent pas du genre à pas finir les tâches. Ouais. Par exemple, le showroom. Moi, un jour, j'étais chaud. Bam, c'est parti. Je me lance et tout machin. Non, toi, tu lances au début la peinture des murs avec seau et tout. Après, moi, je me lance sur un autre truc, mais c'est pareil, on n'en parle pas. Tu vois. Et il revient, il fait c'est cool, ça a avancé. Mais après, c'est lui qui prend le relais sur une autre partie du showroom. Je sais pas comment dire, c'est assez. Ça va, ça se fait plutôt fluide, quoi. C'est fluide. En fait, toi, c'est comme. Il y a quelque chose qui c'est très important, c'est quelque chose que j'ai appris. Il y a justement quand on commençait le cartel, que c'est l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qu'on tient jamais en compte, mais c'est une ressource propre qu'il est agotable, comment on dit ? Épuisable. Qu'il est épuisable. Ouais. Et cette même énergie que tu as dans ton corps, tu vas l'utiliser pour ton travail, mais tu vas l'utiliser aussi pour ta famille, pour ta vie perso, et pour ta vie personnelle. Ouais, bien sûr. Tu es là où il faut apprendre à gérer, et que nous on arrive à gérer et à voir aussi l'énergie de l'autre. Tu es là, tu as des coups d'énergie, tu dis voilà, je vais commencer tes chantiers. Et quand je vois que Joe il est en train de s'épuiser son énergie là, moi j'y vais à donner un coup d'énergie en cette projet là pour que ça avance. Ouais. Et lui pareil de son côté. L'énergie, non mais t'as raison, l'énergie c'est hyper important. Ouais. Comment on cède sur les énergies. Exactement, et savoir quelle guerre tu vas batailler, parce que il faut à un moment comprendre que tu n'auras pas l'énergie pour tout faire. Et pour moi, c'est la base et une question très importante dans une entreprise et qui est en général très très mal gérée. Et parce qu'il a tout le monde qui essaye de tout faire tout le temps et qu'au final, il n'arrive pas, mais il y a des fois que les personnes ne s'arrêtent pas pour un manque de motivation, pour un manque de connaissances, pour un manque de réseau, sinon c'est car il a mal choisi les batailles.
Ok. Ouais, il a pas pris les bons combats et il a pas mis focus son énergie là où il faudrait, quoi. Exactement, il faut apprendre à dire non, ça je ne peux pas me battre là car sinon ça va pas le faire. De la même façon que tu peux te dire je ne peux pas tout batailler parce qu'il faut que je rentre chez moi et dans ma vie personnelle il faut qu'il me reste de l'énergie pour pouvoir avancer, sinon il va me frustrer et cette frustration je vais la passer dans mon aspect professionnel. Ouais, bien sûr. Et vice versa. Ouais, c'est communicant. Ouais. Ok, compris. Donc, je voudrais faire un petit focus sur le Covid quand même, parce que donc, mars 2020, tout va bien, vous êtes à Pantin, vous êtes 6 collaborateurs, vous avez changé de camion. On est en plein lancement de la stratégie 2020, c'est parti cette fois. Non mais encore mieux, on commence janvier 2020, on s'est dit on va foncer avec les professionnels. Ouais. Il y a fait un investissement assez important. On oublie les particuliers, on fait que les produits, qu'en B2B. Les cafés, les hôtels, les restaurants. Après, il y a d'autres trucs. Tu peux après avoir des espaces de coworking, tu peux avoir salle de réception, cantine de restaurant. Donc vous en plus, vous avez une vision, vous dites on est chaud, janvier 2020, on fait un investissement pour être encore meilleur auprès d'eux. Exactement, là ça représente les 60%, 70% de nos chiffres d'affaires. Eux, on va foncer. On va le mettre bien. On prend la décision, on y go, on change tout, on communique différemment, on se prépare. Et en mars, on avait fini, mais pile poil. Mars, on finit la stratégie et bam, Covid. Confinement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Panique. Bueno, moi, de mon côté, comme je te disais, j'ai travaillé beaucoup sur le projection commerciale. Faire forecast des ventes, c'est un peu mon métier. Bah oui. Là, j'avais les forecasts. Tu t'imagines dans toutes les possibilités possibles. Ok, voilà, si ça arrive ça, à ce moment-là, c'est là qu'il va falloir commencer à se faire des questions. Notre trésor sur un panorama négatif, ça va arriver jusqu'à là. Notre trésor sur un panorama moyen, ça va arriver jusqu'à là. Sur un possible, ça va arriver jusqu'à là. Il a toutes ces stratégies qu'il fallait prendre en chaque moment. Mais là, je devenais fou. Mais au début, je dirais que au début, c'est un moment t'es un peu assommé. Un peu un moment de panique, de se dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui travaillent avec nous, etc. Et donc Lucas, c'est un bon réflexe, c'est ce qu'il explique là, donc de se dire déjà, faut imaginer qu'est-ce qui se passe sur les 6 prochains mois si jamais il n'y a pas un rond qui rentre, quoi. Déjà avec la trésor actuelle qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire en imaginant qu'on vende pas au début, très peu, progressivement, peut-être en juillet, peut-être août, peut-être septembre. Qu'est-ce qui se passe concrètement d'un point de vue trésor pour savoir si on va mourir ou pas, parce que s'il n'y a plus de trésor, il n'y a pas rien. Donc là, on était KO. Donc ça, c'était le premier truc, et c'était plutôt rassurant. Ça faisait un peu peur, ça foutait un peu le vertige quand même. Mais finalement, c'était moins pire, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est que quand tu poses tes chiffres, tu dis on se sentait très bien. C'était qu'on avait arrivé à avoir. Parce que aussi, il avait une grande peur, c'était qu'on s'est dit il y a un moment qu'il va falloir virer des personnes. Faire sortir des personnes de notre structure. On a la chance d'aimer beaucoup toutes les personnes qui travaillent avec nous. Et c'est l'année où on a le plus embauché au final. 2020. C'est un truc de ouf. Là, on s'est dit, mais on ne veut pas virer des personnes. Vous savez, là, c'est un moment zéro de Covid, tu te poses pas plein de questions. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait construit une trésor ultra importante qui nous permettait d'assurer le travail de toutes les personnes qui travaillaient avec nous. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, assez suffisant. Là, surtout les projections. Après, je n'avais pas prévu un deuxième confinement. Là, tu me fais la question. Est-ce que tu es bon en projection commerciale? Ouais, mais le deuxième confinement, là, je ne l'ai pas vu venir. C'était pas dans mon forecast. Moi, comme j'étais un peu incrédule, quoi. Comme beaucoup de gens, je me disais même pas que ça pouvait durer 6 mois, quoi. Je me disais, mais vraiment incrédule, au point de me dire, pour moi, j'imagine que dans 1 mois et demi, c'est fini tout ça, quoi. Je connais rien en épidémie, je connais rien. Du coup, vous avez réorienté votre business. Et puis il y a un déni. Il y a un déni au fond de toi qui te dit aussi ça peut pas arriver, c'est pas possible. Ouais. Et je veux pas qu'on meure en fait. Donc, on a tous pris le coup de massue. Voilà. Donc là, irréel. Donc là, gros déni, quoi. Gros déni de se dire non, mais ça va reprendre. Mais il y a rien qui va reprendre en fait. Et ça, tu peux pas le deviner. Enfin, mais je parle encore aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude, on sait pas trop. Il y a quand même une petite lueur au bout du tunnel, mais. Un peu flippant, quoi. À ce moment-là, les choses qui se passent, c'est que l'activité il s'arrête net. Net, on ne vend pas. Plus rien.
plus rien de tout. Là, on se rencontre avec plein des collègues, des personnes qui travaillent avec nous d'une façon externe, qui perdent tout son travail aussi. Et là, on s'est dit, d'un aspect humain, on ne peut pas les laisser toutes seules non plus. Parce que personne ne les donnait de travail. Et si nous, on ne les donne pas de travail, ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc là, c'était aussi l'idée de se dire comment est-ce qu'on fait pour que les donner de travail à cette personne qui ne sont pas employés de l'entreprise. Sous-traitants. Sous-traitants, exactement. Okay. Et comment est-ce qu'on fait pour garder cette trésor-là qu'on a besoin pour payer tous les frais qu'on a. Comment on négocie avec tous nos fournisseurs pour payer le plus tard possible. Pour payer le plus tard possible. Pour geler tout ce qu'il y a à payer. Quoi. Le proprio aussi, les loyers, comme tout le monde. Quoi. Exactement. Et après, de notre côté, il faut changer toutes les stratégies commerciales. À nouveau. Pour parce parler aux particuliers. Exactement, pour parler aux particuliers. Parce que là, tous les cafés, hôtels, restaurants, c'est fini. Il n'y a plus rien. Là, les particuliers, par contre, ils sont chez eux. Donc, effectivement, ils veulent se meubler, ils veulent améliorer leur intérieur. Donc, en fait, il y a quand même une opportunité en fait, dans la crise. Sauf que nous, on est assez mal positionnés. On se positionne avec des très grandes séries de chaises qu'on vend plutôt, après qui conviennent à des intérieurs de particuliers. Mais on n'a pas un discours pour les particuliers, on n'a pas une façon de vendre aux particuliers. Tu as prévu de vendre 50 chaises à un pour café, te dire, c'est pas pareil. Mais on vendait par lot. Tu vois, si toi, particulier, si tu te dis, si on lot de 50 pièces, ça te parle pas. J'ai pas besoin. Mais et ce qui est intéressant, c'est que tu parles à des copains marchands et il y a des copains marchands qui n'ont jamais autant vendu qu'en 2020, quoi. Pour le coup. Parce qu'ils font plus de la pièce unique, ils font du canapé, des trucs un peu rares, des pièces uniques, c'est la quantité qui fait la différence. Mais surtout des pièces, ils sont des ensembles, sa proposition commerciale, elle est complète. Pour les personnes qui cherchent à changer sa table, je sais pas, son canapé, son table basse, son partie à son salon. Et nous, on n'a que des chaises. Et là, celles qui avaient une proposition plus grande et qui parlaient déjà et c'était prêt pour vendre aux particuliers, ils sont très vite eu un pic des ventes. Et qu'après, il y a quelques-uns qui sont su le soutenir à travers le temps. Il y a des autres qui ne sont pas plus. Mais nous, on était de l'autre côté. Tu vois, il fallait revenir. Bah oui, vous êtes parti à fond sur le pro et pas de exactement. Donc, il a fallu faire marche arrière. Il y a ces moments-là. Ça marche aussi. Ouais, mais moi, je m'avais mis à ces moments-là à fond dans l'atelier pour avancer de notre côté, pour capitaliser toutes les stocks qu'on avait. Ouais, le rendre vendable. Exactement. De notre côté, on avait discuté sur la stratégie commerciale avec Joe. Et c'est Joe qui a impulsé toutes les stratégies communicationnelles. Digital, du coup, principalement. Digital communicationnel. En fait, moi, le confinement, je l'ai fait à distance parce qu'on a un petit garçon dans un petit appart, c'était pas possible. On est parti donc à Avignon. Et du coup, moi, ce que je pouvais faire de mieux, mais après, j'ai fait beaucoup de digital aussi, donc avant, dans mes boulots, etc. Donc, c'était d'améliorer le site, quoi. Parce que ça devient notre nouveau lieu de vente. Et donc, améliorer l'expérience client sur la boutique en ligne pour que ça vende le plus possible, que tout soit fluide, que tout le process d'achat il soit fluide de bout en bout. Faites combien de ventes par jour sur le magasin, enfin sur la boutique en ligne? Il faudrait regarder par mois plutôt. Parce que par jour, c'est aléatoire. Ça peut être une vente, ça peut être je sais pas, 6. 500, 600 si japonais. Si, non, ça c'est le délai. Voilà. Je sais pas trop, faudra qu'on regarde. C'est assez variable les quantités de ventes qu'on fait par jour. Non, c'est pour avoir une idée du volume, quoi, parce que savoir si le site marchand a forcément un impact. Oui, mais en fait, le gros problème, c'est pendant longtemps on vendait rien dessus, mais on vendait que dalle dessus. C'était 2 ventes par mois sur le site. D'accord. Et il y a eu un réveil. Alors je pense que c'est lié au contexte, à l'amélioration du site, etc. Mais surtout au contexte. D'un coup, on a eu des commandes comme jamais sur le site, au point que c'est devenu vraiment notre premier axe de vente, quoi. Premier apporteur d'affaires presque. Ouais. Ok. Donc via le référencement naturel, via tout un tas de choses. Cool. Et du coup, le site est vraiment devenu notre vrai. Ok. Comment tu dis apporteur d'affaires. Ouais, notre vrai apporteur d'affaires. Meilleur vendeur, quoi. Enfin, c'est. Exactement. Et ça a changé en 2020 par contre. Ça, c'est un vrai changement en 2020. Et là, ça ramène les gros problèmes que c'est tout le changement ou l'amélioration logistique
qu'on doit faire. Parce qu'avant, on avait 5 clientes qui achetaient 100 pièces chacun. Bien sûr. Et maintenant, toi, 100 clients qui achètent exactement. une pièce. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc là, logistiquement, on parlait de la question logistique, dès qu'il faut le ramener jusqu'à la maison de chacun. Ouais. Mais aussi, il faut discuter avec, il faut négocier avec 50 personnes différentes qui veulent venir à l'atelier, qui veulent acheter. Et il faut les préparer. Il faut les préparer pour des particuliers, que c'est assez différent. Parce qu'une personne qui t'achète une seule pièce, quand la pièce il arrive chez cette personne, il est très anxieuse de la recevoir et il va aller faire un scanner à la pièce. Il va t'appeler après pour te dire écoute, voilà la pièce, je l'ai regardée, il y a une petite marque en bas. Est-ce que par hasard tu n'auras pas une autre? Ok, il fallait répondre à toutes ces questions-là qui ne se posaient pas avant quand tu livrais 50 ou 100 pièces chez une seule personne. Elles ne sont pas auscultées pareil, quoi. Ouais. Exactement. Là, logistiquement, c'est une affaire gigantesque. Tu te retrouves avec toute une multitude de commandes, de petites commandes, versus avant des très grosses commandes. Voilà, dans le mois où tu t'en traites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et là, c'était, je sais pas combien de commandes, mais des toutes petites, quoi. Donc une chaise, 2 chaises. Oui, le truc, c'est qu'avant, on livrait 5 lieux différents. Maintenant, il fallait livrer une vingtaine de lieux chaque week-end. Ouais. Tu emballes en plus le produit ou pas, non, pour le On essaie d'utiliser la meilleure quantité d'emballage possible. C'est notre produit, ils sont emballés d'une façon qu'on récupère l'emballage. D'accord. On a des grands... Comment c'est la couette la façade, les couvertures. On a des grandes couvertures. Okay. Là, chaque produit, il est avec une grande couverture qui va les protéger pendant son voyage dans les camions. Ouais. Et après, les livreurs, il va sortir cette couverture et il va donner le produit qu'il a une étiquette, mais qu'il n'y a pas un emballage. Ok. Sauf il le remet en main propre s'il a voyagé avec la couverture du transporteur. Et oui, c'est à nous la couverture. Il y a une packaging interne, mais cette packaging il revient chez nous. L'idée c'est d'utiliser. Sur les chaises, il y a un micro packaging aussi, pour c'est des numéros de commande principalement qui attachent les chaises entre elles, etc. L'idée, le moins possible, utiliser le moins de matière, c'est pas utile. Franchement, c'est des chaises qui partent de notre entrepôt, qui vont dans Paris. Il n'y a pas lieu de les surprotéger. Elles prennent pas le bateau, elles prennent pas l'avion. Nous, on vend des chaises qui sont particulièrement robustes. Il y a beaucoup de plastique qu'on évite d'acheter. Ouais. Parce que oui, on peut envelopper des papiers boules, les mettre après des nylons, des films, mais nous on essaye d'avoir une marque des contaminations les plus petites possibles. Nous on est dans un endroit où on récupère des pièces des années 50 et dans cette démarche de réutiliser, de donner un deuxième vie au produit, ça aurait été assez... on n'aurait pas accepté de mettre des packaging gigantesques que la personne après il va avoir lancé à la poubelle. Ouais, bien sûr. Sauf si c'est un grand voyage qu'il va prendre. Si on voit des pièces en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, là il va avoir un packaging qu'on essaye qu'il soit le plus dégradable possible. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ou même ça, même faut que le packaging soit donc du carton. Ouais, c'est principalement des cartons. Ok. Qu'on fait voyager les pièces. Ok. Cool, donc finalement le Covid flippant au début, mais vous en êtes bien sorti. On s'est très bien sorti, mais après c'était une quantité de travail incroyable, mais vraiment incroyable. Et puis beaucoup de stress, quoi. Franchement, c'est vraiment beaucoup de stress où rien n'est plus sûr. D'un coup, tu doutes de tout, de vraiment est-ce que demain ça va vraiment reprendre, et puis en plus ça reprend pas, et puis c'est reconfinement. Et moi j'ai eu beaucoup de stress quand même. Et puis t'avais même plus l'opportunité de te détendre, donc plus de sport, plus de machin, plus de rien. Des employés qui ne veulent pas venir travailler car ils ont peur. Des transports, des tu trucs. comprends, si là tu as un côté accompagnement, on dit ok voilà, je te comprends, il n'y a pas de soucis. On va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Exactement, tu mets en place, mais même il y a des personnes qui ne veulent pas venir non plus. Et que tu les comprends aussi, tu dois les comprendre parce que ça nous a affecté à tous d'une façon différente. Tu as là aussi un accompagnement psychologique de cette personne pour ne pas la laisser dehors parce que tu sais que si tu la laisses là, finalement, elle va partir de ton entreprise. Et finalement, elle va perdre son travail. Tu es là, il faut l'accompagner, tu l'appelles régulièrement, tu lui montres comment est-ce qu'on est en train de travailler, tu l'assures pour qu'il revienne, et petit à petit, donner confiance à toute l'équipe, à côté de que toutes les personnes qui ne travaillent pas, c'est toi à faire le travail.
Donc là, une charge de travail gigantesque. Et de l'autre côté, il faut aussi être. Il faut être bienveillant, mais en même temps, si la personne ne vient pas, c'est pour ta gueule. Exactement. Le travail qu'il fait pas. Donc, mais la personne qui ne vient pas, en mon cas, c'était mes frères. Parce que là, c'était ultra bienveillant. Tu vois, mais c'était frère, écoute, si tu pourrais venir. ça m'arrange. Juste pour pas qu'on meure tous. Exactement, sinon je vais te virer, mon frère. Non, mais il y a l'entreprise, c'est une entreprise assez familiale, même si aujourd'hui il n'y a pas trop de frères qui travaillent. D'accord. Et dans l'équipe, ça a resté cet esprit familial de chez nous. D'accord. C'était construit, on a commencé avec la famille, au final, cet esprit... L'esprit familial est resté. Ouais, il continue. Okay. Ouais, on mange tous ensemble, tout le temps. C'est le cartel qui paye les repas pour tout le monde. Et là, on bouffe tous ensemble, dans son grande table, comme une famille, on discute. Cool. Tous, c'est cool. C'est vraiment cool. On aime bien. Si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi alors c'est quand le futur? C'est à quelle échelle et prospective? C'est quoi le marché? C'est quoi les ambitions, les nouveaux... Là, à court terme, on attend que les restaurants, les bars, ça revienne. Ouais. On a développé... Nous, on est prêts. On est prêts. Mais on a vraiment changé, on a amélioré à niveau système. Les systèmes de travail qu'il y en a, ils sont aujourd'hui incroyables. On est ultra efficace. Ouais. Et la communication, c'est ultra affiné, c'est un violon. C'est vraiment, tout est nickel. Parce qu'on avait besoin de contacter beaucoup de personnes, parce que c'est l'histoire de travailler avec des particuliers, qui t'oblige à être vraiment organisé, parce que l'information, il est beaucoup. Il a 20-30 personnes qui vont être livrées chaque week-end. Il doit parler de quelque chose en particulier avec chacun. C'est que tout le monde, il doit savoir est-ce qu'on a parlé avec les clients, parce qu'on respecte beaucoup les clients. Là, toute l'information, ça passe d'une façon très fluide, même jusqu'à pour l'atelier, pour les transporteurs, pour nous, si le client est à rappel, tout se passe très bien. Et tous les clients sont très bien informés pendant les livraisons, tout se passe nickel. Et là, on attend les professionnels. Et on a préparé tout pour vraiment pouvoir fournir un bon service à une quantité très très grande des clients. Ça nous a permis vraiment d'être plus exigeants encore avec notre logistique et nos process de restauration à l'atelier. Ouais. Donc là, on est plus affûté encore. Donc, c'est toujours ça de prix, hein. Clairement, c'est pas perdu. Le fait d'avoir eu toute une multitude de petites commandes, etc., ça nous a affûté vraiment pour être très précis, améliorer les systèmes de communication avec les clients, par exemple, pour leur parler le moins possible, pour automatiser un maximum de messages, pour qu'ils ne nous relancent pas, ce sera après quand, etc. Tout est automatisé, ils reçoivent des textos, ils reçoivent des emails. Oui, c'est pas les parler le moins possible, sinon pouvoir les donner toute l'information pour éviter qu'il a besoin, mais sans que ça génère une action humaine de votre part. Oui, exactement, quand c'était un nécessaire. Tu vois, pour que les personnes qui t'appellent pour savoir quand ce qui va être livré, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ouais. Après, on a une très bonne communication à le moment de la vente, de la choix du produit. Comment vous avez fait pour régler ça? C'est des logiciels, non? Oui, c'est des logiciels, mais après, c'est surtout la partie la plus difficile, c'est d'arriver à structurer tes systèmes de travail pour mettre à côté un système digital qui est un software qui va accompagner et qui va enregistrer toute cette action-là. Mais il n'y a pas de software qui tienne si le système opératif il n'est pas en place, il n'est pas logique. Ouais, d'accord. Si tu mets pas de logiciel tant que c'est pas costaud en amont le processus que tu as basé. Ouais. Exactement. S'il n'a pas de processus, il peut pas avoir de système. Ça c'est plutôt toi, Lucas, et qui aime beaucoup les process, etc. Et je trouve que c'est une qualité. Mais c'est ça effectivement de construire les étapes concrètement. En fait, c'est de mettre sur un papier vraiment de dire comment ça se passe dans l'atelier. Quand il y a une commande qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça doit arriver à l'atelier. Il faut que l'atelier soit au courant, qu'il fasse telle chose, puis que ce soit emballé, puis que ça parte là, puis que le chauffeur soit au courant, et donc à partir de là, quand la chaîne elle est bien pensée, bien claire, bien pensée. A priori, à partir de là, il faut juste trouver le soft qui match avec ça et qui permet à chaque étape d'envoyer des alertes pour garder une bonne communication avec le client, qui soit informé à chaque fois au bon moment de où en est sa commande, sans que lui ait à se soucier
de savoir si on a pris du retard, si on a pris de l'avance, si je ne sais quoi. Il a la bonne info au bon moment. Et du coup, nous, ça nous libère du temps. Et le client, lui, il est bien informé de bout en bout. Et jusque-là, ça marche très bien. Ça va comme beaucoup de marques, quoi, mais jusqu'à la satisfaction client plusieurs jours après la réception des pièces. Donc, avec des emails de suivi pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'expérience, est-ce que c'est OK pour vous. Laissez-nous un avis sur Google. Bien sûr. Ce genre de choses, quoi. Cool. Du coup, c'est quoi le futur ? Le futur immédiat, c'est les restaurants, les bars. Donc les restaurants, vous étiez chaud bouillant il y a un an, donc là vous êtes toujours chaud. On laisse attendre. Non, il y a... Ça peut être des nouveaux territoires à explorer. On n'a jamais fait, je sais pas, trop le sud de l'Europe. Il y a d'autres pays qu'on n'a pas fait. On commence à se développer à niveau achat pour acheter dans de nouveaux endroits. D'accord. Et on y va par là. Et après, on commence aussi à travailler autre type d'assises. On commence à travailler des fauteuils. Okay. Très très doucement. Ils ne sont pas encore en vente. 5 ans plus tard. Ouais, ils ne sont pas encore en vente. Mais on va peut-être commencer à faire des fauteuils. Il y a des... ouais, c'est vrai que c'est dingue. Non, mais il y a des corps des métiers. Vraiment, travailler une pièce en bois, c'est totalement différent à faire la tapisserie sur une pièce ou changer le canache d'une pièce. Ouais. Il a dedans vraiment la quantité de designers que tu as, des trucs à apprendre, des fournisseurs qu'il y a au milieu. Et nous qui on prend vraiment tout très au sérieux, c'est un univers gigantesque à faire. Là, on rentre dans tous ces univers des fauteuils, canapés qu'on va développer. Ok. D'accord, c'est petit à petit, c'est vraiment vachement construit, quoi. Ouais. La chaise. Mais on a toujours fait comme ça. Ça a jamais été trop dans la précipitation. C'est consolidé, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sûr qu'on est assis sur quelque chose de stable, on construit après l'étage d'après, quoi. Okay. Mais on a fait en sorte quand même que les fondations soient bien solides pour pouvoir construire. C'est moi, je crois que c'est-à-dire que même s'il y a un étage qui est tombé, en dessous c'est quand même solide, ça tient, quoi. On a plein de paliers. Ouais, on a fait plein de petits paliers. Mais ça vient de nos origines de ne pas avoir de la thune. Oui, on a commencé avec ça. C'est basiquement, on a fait toujours des petits paliers, car au début, acheter un outil de 50 €, c'était une décision des comités directifs, quoi. C'est ça. Là, on a pris cette habitude de vraiment avancer petit à petit, constamment. On ne s'arrête pas. C'est ça qu'il y a toujours une progression, par contre. Mais on ne s'arrête jamais, mais c'est petit. En tout cas, jusque-là, il n'y a jamais eu de phase de stagnation, quoi. Il y a toujours une amélioration, soit de nos conditions de travail, soit de ce qu'on vend, soit du chiffre d'affaires. Il y a toujours une progression. Au début, c'était encore un peu différent. Ça faisait des pics au début. Au début, on arrivait, ça progressait, et d'un coup, on passait au stade d'après. Le stade d'après, pour nous, tout simplement, c'était avoir notre camion, par exemple. Ouais. Et ça, c'était un investissement. Une révolution. Avoir un lieu qu'on paye avec un loyer. Et ça nous... Et à chaque fois, on passait c'était plus des... c'était les paliers qu'on a passés, quoi. Ouais. Mais petit à petit, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé avec, 10 000 balles au début en disant, bam, j'achète un camion, bam, je loue un truc. C'est vraiment très progressif, avec beaucoup de faits maison au début, quoi. Bien sûr. Quasiment que du fait maison. Que du maison. Très clairement. Et du coup, ça fait qu'on connaît bien notre taf, on sait ce que ça vaut, on sait que... Donc moi je suis plus sur ces valeurs-là. Bien sûr, non, mais je partage à 2000%. Et là surtout, ce qu'on va dans l'avenir, c'est d'explorer des nouveaux endroits, des sourcings, c'est-à-dire de ramener des nouvelles pièces, des pièces différentes, et des styles différents, des designs différents, mais je dis le chantier, les travaux, il est gigantesque, parce que je dis on commence à acheter en Italie, par exemple. En Italie, il a un système commercial qui est totalement différent, que tu dois t'adapter, que tu dois connaître. Il a un réseau à construire, qui est gigantesque, parce que c'est un réseau totalement informel. Après, il a une quantité de meubles différentes qu'il précise d'une restauration différente, c'est-à-dire qu'il y a des machines différentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un investissement de machines, c'est lesquelles. Et là, c'est là qu'on y va, c'est des nouveaux produits, des nouveaux endroits. Okay. Avec toute la chaîne d'atelier que ça va engendrer, quoi, ça que tu veux dire. Et toute la chaîne des connaissances qu'il va avec. Ok, ça marche. Ouais. Bon, on a fait un bon tour, les mecs, c'est cool, hein. C'était beau. C'est riche. On va arriver sur des questions plutôt de fin, un peu plus orientées sur non plus la boîte, mais les personnages, puisque vous êtes 2 associés. Je vais en avoir 2 des questions que je vais vous poser chacun à votre tour. Je vais commencer par la première, qui est un peu la marque de fabrique de l'émission.
Savoir si l'un de vous deux, tour à tour, vous pouvez nous confier une petite médiocrité acceptable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une médiocrité acceptable ? On a tous des axes d'amélioration. Il y a des trucs, on se dit, ça dans mon caractère, c'est puissant. Malheureusement, je vais pas pouvoir me battre avec ça parce que ça fait trop partie de moi, tant pis. Et puis, tel truc, je sais pas, je fais des fautes d'orthographe parce que j'envoie trop vite mes emails. Bon, fait chier. Ça, je peux décider que c'est fini après-demain. Je fais l'effort de me relire et puis dans 6 mois, on n'en parle plus, quoi. Quelle serait une petite médiocrité acceptable que vous pourriez nous confier l'un et l'autre ? Moi, de mon côté, je ne sais pas si ça appartient, mais moi, j'aime beaucoup les processus. Et moi, j'écris beaucoup les processus de cartel, comment ils vont se passer les choses. D'accord. Et comme moi, je l'écris, en général, c'est moi qui commence à le faire pour voir si c'est bien construit. Si c'est viable. Ouais. Et après, je passe les bébés à l'équipe pour qu'ils les fassent. Et je ne peux pas voir que les personnes ne le fassent pas. Exactement. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce que j'ai dit ? Ok. Tu vois ? Et là, je vais me poser à côté pour leur dire non, mais écoute, plutôt fais comme ça. Tu vois ? Et là, vraiment, ils le font très bien. Mais c'est qu'ils le font à sa manière. Ouais. Et moi, j'ai très mal à lâcher, dire que voilà, tiens, fais-le, occupe-toi. C'est pas parfaitement comme tu l'as Exactement. décidé. Et là, d'une façon très abordable, parce que je ne suis pas une personne très agressive. Mais je vais me poser à côté et dire, ok, voilà, tranquille, laisse-moi faire, regarde, on va faire comme ça, tata. Et je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je passe pour l'atelier, je dois faire différemment. Je me pose à côté, je me bête dans son travail pour dire, non, fais pas comme ça. Tu vois. Et donc ça, tu veux changer là-dessus ? Oui, là, j'ai fait grave des efforts. J'ai fait grave des efforts pour changer ça et pour... Et ouais, on va dire que 1. Ok, c'est bien. 1, c'est déjà bien. Ouais. La médiocrité acceptable, c'est celle qu'on voudrait changer, c'est ça ? Ouais. Ah ouais. Parce que moi je voulais pas la changer, du coup c'était juste une médiocrité. Alors non, tu peux ne pas vouloir la changer non plus. Non, hein, mais tu peux c'était pour dire que tu vois, c'était le bricolage. Ouais. Au final, j'aime bien, mais c'est pas ma passion, mais j'aime bien, ouais. Et j'ai accepté que voilà, je serai jamais. Tu seras jamais top du top. Je serai jamais le top du bricoleur. Ok. C'est à moitié à l'arrache. C'est à peu près, ça va, ça fait le taf. Ouais. Et c'est pas grave quoi. Non, parce que je croyais que c'était ça du coup acceptable, c'était genre que je l'avais accepté moi. Ouais. Donc c'est pas ça, donc un truc que je voudrais changer. Peut-être, je sais pas. Moi je suis assez cash, mais je suis assez direct. Donc ça peut sembler un peu agressif parfois. C'est pas agressif vraiment. Mais j'ai une façon de dire les choses qui est assez. Qui peut blesser du coup, c'est ça que tu veux dire. Ouais, qui peut blesser ou qui peut être un peu perturbante, etc. Mais ça, j'y travaille depuis des années déjà. Hein, donc, mais j'aimerais bien avoir. Je pense que c'est déjà un peu mieux qu'avant déjà. Mais plus diplomate ou plus d'amener plus en douceur les choses. Ouais, ça ce serait bien. Okay. Mais ça va, j'ai quand même le sentiment d'avoir un peu progressé depuis les années. Hein, c'est moins cash. En fonction du contexte, mais ça ouais ce serait bien quoi. Ok, cool, voilà, c'est parfait, merci messieurs, c'est une super réponse des deux côtés. Enfin la petite question, c'est un contenu que vous pourriez nous partager chacun. Alors ça peut être n'importe quoi un contenu, mais c'est pour que quand on consomme ce contenu, on puisse un peu penser à vous. Donc ça peut être un livre, ça peut être de la musique, on peut en mettre 2, on peut mettre 15, on peut faire ce qu'on veut. On peut mettre 2 parce que j'ai la femme et l'enfant qui stressent à côté, moi vas-y. Je fais vite fait, vas-y. Ouais. Et là, il y a un groupe, je viens de déménager à Rouen, c'est ma nouvelle ville. Ouais. Et là, il y a un groupe de musique que j'ai recommandé à tout le monde, c'est l'FCR, les Funky Club de Rouen. Ouais, et c'est très, 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 très bien. Si vous voulez écouter ces chansons, elles sont bien. Écoute, à fond. Alors c'est une super recommandation. Je mettrai le lien vers quelque chose du FCR pour qu'ils puissent aller écouter les gens. Cool. Parfait. Top. Pardon. Pour ma part, moi ce sera c'est une radio qu'on écoute beaucoup à l'atelier qui s'appelle Gladys Palmera. Gladys avec un Y. C'est une radio en ligne espagnole qui fait c'est vraiment de la super musique. C'est un peu comme FIP, mais avec un côté plus latino. Ok. Donc c'est très bien choisi. Et c'est de la super musique tout le temps. Et voilà, c'est sur gladyspalmera.com. Palmera. Ah ça je prends ça parce que moi j'aime bien la musique latine. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. T'as tout, t'as du Porto Rico, de la salsa, de tout ce que tu veux. Tout même en français. Hein. C'est même un tout petit peu en français, ouais. Ok. Ouais. Et le deuxième truc, c'est alors si je suis en train de vérifier là, mais je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est ça. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Chair Time, qui est un documentaire qui a été fait par Vitra il y a 1 an. Vitra, c'est un éditeur de mobilier très connu. Ok. Qui faisait les chaises de IMS.
ça te dit quelque chose? Ça Pas me dit trop. quelque chose, peut-être, ouais. Bref, Vitra est un des plus gros éditeurs et il se trouve qu'ils ont aussi constitué un musée de la chaise en Suisse, dans leur siège, et ils en ont fait un documentaire. Donc pour découvrir le design, c'est vraiment un très très beau documentaire, et principalement sur les chaises. Donc forcément pour nous c'est carrément pas le Graal, mais c'est à voir, quoi. Et donc c'est vraiment très beau, et je crois que ça s'appelle Chair Time, si je me souviens bien, et c'est dispo sur YouTube ou sur le site de Vitra. Okay. Et ça vaut vraiment le coup, c'est très beau, on apprend beaucoup de choses sur plein de designers. Moi j'ai trouvé ça passionnant, mais après c'est peut-être lié à mon métier, mais je pense que ça l'est dans l'absolu quand même. Okay, cool. Pour les gens qui aiment les beaux objets ou qui s'intéressent un tout petit peu au design sans aller très loin. C'est un beau documentaire, c'est un très beau documentaire. Chair Time, voilà. Bah écoute, pareil, on mettra ça dans le descriptif de l'émission. Messieurs, cool, merci d'être venus avec femmes et enfants à la maison. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Moi c'est le format que j'ai envie d'avoir de plus en plus. Alors, chers auditeurs, c'est un peu le bordel parfois, il y a des enfants qui courent, qui crient. C'est la vraie vie, on est des vrais gens avec des vrais enfants et des vrais moments comme ça. Donc ça se reproduira. Encore merci pour ce moment. Et puis je suis curieux de vous recroiser dans quelques années pour faire l'épisode 2, quoi. Mais avec grand plaisir. Cool, merci les mecs. Attends. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Pensez à vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée, car nous publions un épisode chaque dimanche. Vous pouvez nous aider à nous faire connaître en mettant une note 5 étoiles et un gentil commentaire dans Apple Podcast et en partageant à 2 personnes de votre entourage. Pour nous contacter, envoyez-nous un email à l'adresse lepodcast small is beautiful en un seul mot @gmail.com. À bientôt.